abonnez-vous. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Salut, Marine. Salut. Je vous souhaite la bienvenue pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. C'est Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart où on vous montre les coulisses du journal. C'est tous les lundis de 18h à 20h. Je vous rappelle brièvement quelques règles pour participer et après on va passer au vif du sujet. Donc ce soir, c'est, le volet français de l'affaire Epstein. Pour vous dire, abonnez-vous, c'est tous les lundis, donc de 18h à 20h. Je reçois les collègues qui participent à fabriquer le journal tous les jours. Et vous retrouvez Os Politique tous les vendredis de 10h à midi pour sa médiapartinale où il invite en ce moment des journalistes pour parler des municipales. Et la semaine, vendredi, je crois que c'est Mathieu Péris de Médiacité, par exemple. Vous retrouvez tous les replays sur YouTube et sur Twitch, bien sûr. Si vous voulez participer dans le chat, c'est grandement encouragé puisqu'on est là avant tout pour partager avec vous et poser vos questions. Je fais l'intermédiaire pour poser vos questions à Marine et aussi lire vos remarques, vos témoignages. Mais il y a quand même des règles à respecter, vous vous en doutez. Ces règles, je vous les mets dans le chat. Pas d'injures, pas d'invectives, pas de messages homophobes, racistes, transphobes, sexistes, tout ce qu'on peut imaginer qui est contraire déjà à la loi. Ce ne sont pas juste des opinions. Et contraire aussi aux valeurs de Mediapart. Je fais la modée, donc si jamais il y a un problème, le message est supprimé immédiatement. Et si je doute, on va dire, sur la bonne foi du message, c'est le ban et c'est à vie. Donc voilà, ça c'était pour la partie bad cop. Maintenant, si vous voulez soutenir une presse libre et indépendante, comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez pas nous envoyer de subs et de tout ce qui est propre à la monétisation de Twitch, mais vous pouvez bien sûr, Abonnez-vous. Vous abonner, merci, abonnez-vous. abonnez-vous. Et pour ça, je vous mets le lien dans le stream, dans le chat, pardon. On a une offre qui a été concoctée par les collègues du marketing. C'est un mois gratuit, sans engagement. Vous n'avez pas besoin de mettre vos infos de paiement, ce qui est rarissime. Et sinon, si vous avez juste envie de vous abonner, c'est 12 € par mois. Avec un abonnement soutien pour les personnes qui sont dans des conditions précaires financières, c'est 5 € par mois, sans avoir besoin de justificatif sur la confiance. Voilà. Pas mal. Comme ça, il n'y a pas quand même d'humiliation à devoir prouver qu'on est vraiment précaire. Voilà, donc ça c'était pour les annonces dont vous commencez à avoir l'habitude, mais je pense aussi aux nouvelles. Je vois des nouvelles têtes des fois dans le chat en tout cas, et je vois aussi des habitués. Salut Antoine, salut Magara, Winnie's, Terence bien sûr, Fouki, Jutsiao, vraiment merci à vous pour votre présence et vos questions qui sont toujours aussi intéressantes de stream en stream. Donc ce soir, on va revenir sur les Epstein Files. Un petit déjà disclaimer sur Epstein, parce que j'ai vu dans les commentaires sous le à l'air libre où participer Oui. que Mathieu Magnodex avait dû mettre un commentaire parce qu'il y avait des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi il disait Epstein et pas Epstein et qui se demandaient pas quelque fruit d'une espèce de complot un peu tiré par le cheveu, on va pas se mentir. Et moi, j'avoue, jusqu'à pas longtemps, je disais Epstein parce que je suis française et que j'écorche le nom de famille de tout le monde, comme tous les Français. Et il se trouve que lui-même disait Epstein en prononçant son nom et qu'aux États-Unis, tout le monde dit Epstein. Donc on s'est adapté, c'est tout. N'y voyez pas de complot bizarre derrière ça. Donc cette affaire Epstein, c'est une affaire avant tout de violences sexuelles sur mineurs, où la parole des victimes n'a pas été entendue malgré des alertes et témoignages qui maintenant datent de plus de 30 ans, ce qui est assez vertigineux. Marine, toi tu enquêtes spécifiquement sur le volet français, le volet qui, depuis 2019, qui Jean-Luc Brunel, qui était un peu son... Je mets des guillemets parce que je les ai mis à l'écrit, mais vous ne les voyez pas, son pourvoyeur, parce que le mot est En quand tout même cas, il était accusé d'être son accusé. principal pourvoyeur de jeunes filles. Ouais, ouais. Voilà, accusé également de viol, de soumission chimique, décédé en détention, avec une question qui se pose aussi bien sûr pour les victimes, comment obtenir justice si l'accusé principal aussi est décédé. Vous savez que depuis plusieurs émissions, je teste de vous envoyer le plan de l'émission, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien déjà prévoir des questions en amont. Même si vous posez une question qui est un peu en décalage avec ce qu'on est en train de se dire, c'est pas grave, je les garde en tête et j'y reviens. Ne soyez pas frustrés, en tout cas si elle n'est pas posée immédiatement, mais elle sera posée. Pour commencer, pour l'introduction, je suis déjà venue plusieurs fois. Je me souviens la dernière fois, c'était pour le procès de Pardieu. Ouais. Est-ce que tu veux bien te représenter assez brièvement, parce qu'on ne te présente plus quand même malgré tout, et après nous remettre un peu dans le contexte de l'émission de ce soir? Alors, moi, je suis à Mediapart depuis le début en 2008. J'ai d'abord travaillé au service politique de Mediapart
jusqu'en 2017. J'ai rejoint le service donc je traitais, la droite et l'extrême droite, Sarkozy, Le Pen, pendant de nombreuses années. J'ai rejoint le service enquête en 2017, où j'ai continué de couvrir l'extrême droite à travers un traitement, plus enquêté, financement, violence de l'extrême droite et je me suis mis à travailler aussi sur les violences sexuelles et sexistes avec Lénaïque Bredou, qui est aujourd'hui la co-directrice éditoriale de Mediapart et depuis 2017, quelques mois avant MeToo d'ailleurs, on s'est mis, vraiment activement à travailler sur les violences sexuelles dans le sillage de son enquête sur Denis Baupin. Et aujourd'hui encore, avec Sarah Brett, on continue de travailler, d'enquêter sur les violences sexuelles et sexistes. C'est ce qui m'a amené en 2019, tu le disais tout à l'heure Anna, à travailler sur, cette affaire Epstein et notamment son volet français qui a été grosso modo pendant des années le volet Brunel en fait, qui aujourd'hui s'élargit, avec ce qu'on trouve dans les documents, mais qui était le volet Jean-Luc Brunel. Et c'est de ça dont on va parler, aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, quand, Epstein a été arrêté, on va en parler, l'été 2019, il y a eu une enquête qui s'est ouverte en France et qui s'est rapidement orientée vers Jean-Luc Brunel et c'est pour ça que nous, à Mediapart, déjà en 2019, moi et d'autres, on a travaillé, sur ce volet français. Voilà pour la petite intro. Je vous mets à chaque fois les liens, hein, dans le chat, donc vous avez le lien vers le profil de Marine si vous voulez voir, tout ce qu'elle a écrit. J'ai décidé de ne pas lui infliger, de rechercher dans le précide de Mediapart, C'est gentil ça. les petites vidéos, lettres de motivation. Non, mais la mienne, elle est passée en privé assez vite. Au bout de 3 mois, elle était déjà en privé. Ah, ce qu'on a fait pour Jade, écoute, elle était pas, elle s'y attendait pas. Voilà. Et donc, je vous envoie à chaque fois les liens, bien sûr. C'est regroupé en certains dossiers si vous voulez vous-même appeler les commandes. Et donc là, c'est parti. Voilà. Je vois que Terence, il a vu le plan ici adapté, partie 1, plus de 30 ans d'impunité, des centaines de victimes supposées. Donc, c'est vrai qu'il y a un historique de personnes qui ont parlé, de femmes qui ont pris le risque de témoigner et avec peu de résultats. Terence a une question. Le reportage de 1988 diffusé sur CBS qui concernait Brunel a-t-il trouvé à l'époque un écho dans les médias français? Sinon, comment expliquer cela, sachant que ce reportage a quand même été diffusé sur un grand network, un réseau donc américain? Alors, je sais pas si à l'époque il a été repris dans les médias français, mais ce qui est sûr, c'est il a quand même été vu dans le monde du mannequinat français et parisien notamment. Jean-Luc Brunel, c'était à l'époque une figure assez connue, dans le mannequinat, parisien. C'était un type de bonne famille, assez inséré dans le milieu bourgeois, qui évoluait, vraiment avec, tout un réseau de contacts, qui était dans les grandes boîtes de nuit de l'époque, les bains-douches et d'autres. Et à l'époque, il y a quand même eu, au moins une agence, alors américaine, mais qui ne voulait plus travailler avec lui. C'était l'agence, de Eileen Ford, qui elle a décidé après ce reportage de ne plus travailler avec lui. Donc on aurait pu penser que ça aurait été pareil en France finalement, parce que c'était quand même un agent de mannequin français qui, à l'époque, il faut le dire, avait l'agence, Karine Model, qui était une agence à Paris, qui avait pignon sur rue. Donc on peut légitimement penser qu'à l'époque, la justice française aurait pu ouvrir une enquête, que le monde du mannequinat français aurait pu un petit peu tirer des conséquences et qu'il ne s'est rien passé de tout ça, puisque la justice, que ce soit américaine ou française, n'a pas ouvert d'enquête et qu'en France, il s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'articles en France ou pas, mais par contre, CBS, faut quand même le dire, c'est une énorme chaîne. Donc à l'époque, aux États-Unis, ça a quand même fait du bruit. Les témoignages, recueillis étaient accablants, pas seulement Peut-être si sur tu peux Jean-Luc détailler, Brunel. parce que Ouais, là, on est au moins 3 à savoir de quoi ouais, Terence parle. tout à Donc, fait. sur cette émission, c'est l'équivalent de 60 minutes, comme on le. Oui, c'est une grosse émission, d'investigation sur une grosse chaîne américaine. Donc ça veut dire que quand ils font une enquête comme ça, c'est un cache investigation, quoi. Mm. C'est des mois et des mois de travail, où ils ont un petit peu infiltré le monde du mannequinat, français américain pour récolter des témoignages et on sait que, notamment à l'époque, faire parler des mannequins, sur, des dirigeants d'agences de mannequins ou des recruteurs, c'est quasiment impossible puisque les femmes ne travaillent plus Travaille plus, derrière. ouais. C'est un peu la même problématique dans le cinéma, mais à l'époque, les mannequins ont encore moins de pouvoir que des actrices, par exemple. Donc c'était quand même un reportage assez fracassant et qu'est-ce qu'il disait en gros ce reportage? Que, si vous refusiez, les faveurs sexuelles, si vous refusiez de se rendre dans son appartement ou d'aller à certaines soirées, vous ne travaillez plus et c'est ce qui s'est d'ailleurs vérifié dans notre enquête en 2019, on va en reparler tout à l'heure. Et ce qui est fou et c'est ce qu'on a essayé de dire dans une émission qu'on a fait avec Mathieu Magnodex, François Bougon, Fabrice Arfi et d'autres, l'autre jour sur l'affaire, c'est que cette émission, il y avait déjà tout en fait à l'époque. Et donc, il y avait déjà une femme victime qui prenait la parole Ouais. en lanceuse d'alerte.
Il y avait 3 femmes qui notamment, parlaient de Jean-Luc Brunel, mais il y en avait une qui s'appelle Pamela Cronin, qui à l'époque, a témoigné, vous savez, un peu à Mmh. contre-jour, de sorte qu'on ne la voyait pas pour 2 raisons. Elle avait peur. Elle avait peur de Jean-Luc Brunel, elle avait peur, des réactions dans le monde du mannequinat, mais elle avait aussi peur du fait que sa maman ne savait pas, ce qui lui était arrivé. Et donc elle dénonce, effectivement, un viol et des soupçons de soumission chimique puisqu'elle s'est sentie mal après avoir bu un verre chez Jean-Luc Brunel. Et ce qui est fou, c'est que dans ce CBS où elle témoigne, à visage masqué, enfin à contre-jour, il y a déjà tout en fait. Il y a déjà tout ce qui a suivi comme accusation plus tard. Et elle m'a dit cette phrase, quand je l'ai interviewée en 2019, elle m'a dit, «Moi j'ai pensé en parlant, en ayant le courage de parler parce que je me suis fait violence, j'ai pensé qu'il allait se passer quelque chose. J'ai pensé naïvement que la police allait l'arrêter, qu'on allait l'interroger, que la justice allait être rendue». C'est ça qu'elle dit de manière peut-être naïve, on peut penser, mais en tout cas, c'est logique de penser que quand on parle, il va se passer quelque chose. Elle dit: «On a fait MeToo avant MeToo et finalement il s'est rien Ça a rien passé passé. parce qu'on était des mannequins et que tout le monde s'en fichait des mannequins». Voilà ce qu'elle me dit en 2019. Donc après cette émission CBS, il se passe rien en tout cas aux États-Unis et en France, Alors sur ce volet français, effectivement, il n'y a jamais eu de suite d'autres suites pour Jean-Luc Brunel jusqu'à 2019. En 2019, qu'est-ce qui se passe? Jeffrey Epstein est arrêté alors que d'ailleurs il revient de Paris, puisqu'en fait il a l'une de ses résidences qui se trouve à Paris, avenue Foch dans le 6e arrondissement. Il est arrêté après, avoir passé plusieurs semaines à Paris. Il est arrêté aux États-Unis, il va être, placé en détention et cetera, inculpé de trafic sexuel sur mineur et à ce moment-là, très vite, 3 semaines après, la justice française se saisit. Pourquoi? Pour aller vérifier si finalement, Jeffrey Epstein, a pu, lui ou son réseau, ses contacts, ses proches, sévir également en France ou bien faire des victimes françaises à l'étranger. Et donc la justice ouvre effectivement cette enquête et les policiers font un truc assez rare, ils font un appel à témoins, d'ailleurs je le vois ici sur l'écran que tu as à droite. Cet appel à témoins qui est diffusé sur les réseaux sociaux, là c'était Twitter à l'époque. Moi j'avais jamais vu ça dans les affaires que je traitais, de voir, les policiers, policières faire un appel à témoins pour dire: «Si vous avez des informations sur l'affaire Epstein ou ses ramifications françaises, il y a des policiers mobilisés et vous pouvez nous contacter». Et c'était, voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Évidemment, il y a des personnes qui ont appelé, la police, des femmes qui ont livré leur témoignage. Il y a aussi une association qui s'appelle Innocence en danger qui a, justement, fait un signalement en disant avoir été contactée par des femmes, par des témoins qui se tenaient à la disposition de la justice, mais qui avaient peur en même temps. C'est tout ça qui déclenche une enquête en France, mais qui est une enquête évidemment tentaculaire. Les policiers vont se rendre à l'époque chez Jeffrey Epstein, dans l'appartement, enfin, c'est quasiment un hôtel particulier, ça fait 800 carrés, c'est un truc énorme, dans le 16e arrondissement. Ils vont perquisitionner cet endroit, en trouvant énormément de choses, mais notamment plein de photos, de jeunes filles, mmh. plein de choses, enfin, je me rappelle avoir discuté avec une policière qui se souvient encore de cette perquisition des années après. C'est une perquisition qui a beaucoup marqué les policiers et les policières, parce que c'était un endroit quand même assez particulier. Donc il n'y a pas eu rien qui a été fait à l'époque, mais simplement les policières, les policiers se heurtaient à l'époque à la prescription des témoignages, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui étaient trop anciens au regard du délai de prescription en France pour, être exploités avec des poursuites. Et puis, il y avait encore des personnes qui hésitaient à se manifester, il y avait encore une vraie peur en fait. Donc le fait que la presse se mobilise, que, il y ait des questions, comme ça, des révélations qui surgissent dans la presse et notamment à Mediapart. Et d'ailleurs, il faut dire que chez nous, c'est Mathieu Magnodex et une pigiste qui s'appelle Lorraine Ortiz qui ont sorti la première enquête sur Jean-Luc Brunel. Toute première enquête en France, avec déjà des témoignages, avec, l'ancienne mannequin néo-zélandaise Zoé Brock, avec, l'ancienne mannequin néerlandaise, Ticia Huisman. Donc il fallait du courage à l'époque quand même, témoigner de leur part, comme ça dans la presse. Et cette grande enquête qui est hyper fouillée, il y a plein de choses dedans, elle posait un peu les bases de qui était Jean-Luc Brunel, des accusations portées contre lui pour la première fois, à mon sens, dans un article. Et en voyant, sa photo qui est dans l'article, une photo ancienne et une photo récente, de mémoire, peut-être dans le chapeau de l'article, je sais plus. Il y a des gens qui ont reconnu, Mmh. voilà, cette Cette photo. photo. Il y a des gens qui ont reconnu, Jean-Luc Brunel, ou qui ont compris qu'il pouvait, être lié à cette affaire et qui se sont manifestés soit à nous, soit auprès, de la police. Donc c'est un petit peu comme ça que tout démarre à l'époque et en fait, faut expliquer juste pourquoi l'enquête, elle démarre sur lui.
Parce que, à l'époque, il est accusé par, l'une des accusatrices de Epstein, Virginia Giuffre, de viol et aussi d'avoir été l'un des principaux rabatteurs d'Epstein. C'est-à-dire que sous couvert d'être un agent de mannequin, il aurait rabattu, heu des jeunes femmes, parfois mineures, vers Epstein, à d'autres fins que du mannequinat. En tout cas, c'est l'accusation qui est portée, contre lui. Donc c'est pour ça que rapidement, son nom émerge de par les témoignages que les policiers reçoivent, et de par, cette accusation d'avoir été l'un des principaux rabatteurs. Voilà pour poser un peu le Le débat et cadre, que le cadre et que tout le monde comprenne de qui on parle. sur, oui, sur les victimes qui avaient parlé aussi pendant depuis des années, si vous voulez creuser, il y a les sœurs, Maria et Annie Farmer aux États-Unis qui, elles, avaient lancé l'alerte déjà en 96. Genre on en retrouve il y a des traces aussi de plusieurs interviews de Brad Edwards qui est, avocat et qui représente 200 victimes et qui s'exprimait beaucoup en 2008. Donc c'est quand même, une affaire qui, mobilise, les gens, sur des années avant que ça explose, effectivement et c'est important de dire aussi, ouais, le nom des victimes, surtout dont tu parlais, de Virginia, Geoffrey. Giuffre qui a été cette lanceuse d'alerte et qui, suicidée il y a, je crois, 1 an ou 2 Oui, l'année l'année dernière. dernière, oui. Et il faut bien dire que cette femme qui a qui est un pilier de cette affaire, que ce soit le volet américain ou français, cette femme, en fait, elle avait continué sa vie de mémoire en Oui, Australie, c'est ça. enfin, elle avait, elle avait surmonté tout ça, en fait. Et c'est d'avoir témoigné dans cette affaire, d'avoir vraiment donné de sa personne, quoi, de tout ce qu'elle savait, la concernant et concernant d'autres femmes, qui l'a détruite. Et je sais pas si tout le monde a vu les images, l'autre jour, aux États-Unis, à la Chambre des représentants, où il Mmh. y avait questions qui étaient posées, à la ministre de la justice, en gros, américaine, et une élue démocrate qui demande aux victimes qui n'ont pas eu de réponse, de la part du ministère de la justice, et on va en reparler à cause notamment de tous ces documents qui n'ont pas été bien caviardés et cetera, de se lever. Et en fait, les victimes étaient derrière avec des t-shirts blancs et parmi ces victimes, il y avait un homme. Et cet homme, c'est le frère de Virginia Giuffre, ce qui est assez émouvant parce qu'il y a que des femmes et il y a qu'un homme, Mmh. et cet homme, il est là pour représenter sa sœur qui s'est suicidée. Donc l'histoire de Virginia Giuffre, elle est terrible, et on parle beaucoup des suicides de Brunel et d'Epstein, Oui. mais il y a une victime, qui s'est suicidée alors qu'elle avait refait sa vie après toutes les violences qu'elle a dénoncées, dans son pays, l'Australie, et que loin de tout ça. Donc c'est une histoire qui est, hyper tragique. Je pense que c'est important de redire ça, de redire qu'elle a, voilà, elle a payé de sa vie aussi tout ça. On a des questions sur, comment se sont rencontrés Epstein et Brunel? Est-ce que c'est documenté leur, Alors, en fait, Jean-Luc Brunel, jusqu'au début des années 2000, il est en France, comme je le disais, avec son agence Karine Model, mais après il veut s'étendre, aux États-Unis, et il va créer MC2, une autre agence, de mannequinat qui est entre New York et Miami aux États-Unis. C'est dans ce cadre-là, en tout cas, qu'il se rapproche vraiment de Epstein. Ce qui a été dit notamment par une ancienne employée de MC2, une ancienne comptable. Elle, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle supputait, c'était que, il y avait une forme de deal tacite, que Epstein, apportait, des appartements à disposition, pour Brunel et les jeunes filles, qui finançait, un certain nombre de choses, et qu'en retour, Jean-Luc Brunel lui aurait apporté des jeunes filles, très jeunes et souvent, mineures, dans le cadre de son trafic sexuel. Ça, c'est l'accusation qui est portée, c'est aussi le témoignage de certains témoins comme cette ancienne comptable, et donc c'est au début des années 2000 que se noue vraiment, cette relation. Et c'est vrai que ce qui ressort des mails, des Epstein Files, c'est une proximité qui est fraternelle. C'est-à-dire que, on a Epstein qui dit encore en 2014-2015: Tu sais que tu es l'un de mes plus proches amis», ils se voient tout le temps, ils s'appellent tout le temps, il y a vraiment une grande proximité. Donc c'est pas une personne parmi d'autres, et je renvoie effectivement là-dessus, au papier qu'a fait notre pigiste Patricia Neves aux États-Unis, qui s'est plongée justement dans leurs échanges, dans 10 ans d'échanges, une décennie d'échanges, et qui montre justement, comment ils se parlent, de quoi ils se parlent et comment ils vont se brouiller. Parce qu'en fait, ils vont se brouiller en 2014-2015, enfin surtout l'un avec l'autre, parce que Brunel estime que, l'association de son nom, à celui d'Epstein lui a fait du tort pour ses affaires, qu'au final, il est un peu blacklisté de certaines agences,
et notamment certaines agences prestigieuses comme Elite et que donc, il l'attaque au civil, il porte plainte au civil pour avoir des dommages et intérêts parce qu'il estime que ça a ruiné sa carrière. Sauf qu'il a du mal à lui dire, très franchement, donc en fait, il est un petit peu en train on voit les dernières années, il évite un peu de répondre par mail à Epstein, il veut pas lui dire ce qu'il est en train de faire alors qu'il est en train d'engager une action au civil avec, son avocate. Hem pour obtenir ses dommages et intérêts et pour affirmer, aussi enfin, il se retourne un peu en disant: «J'ai jamais eu, rien à voir avec les activités d'Epstein, je découvre ses atrocités», donc il prend ses distances et puis il espère obtenir des dommages et intérêts. À un moment donné, il a été dit qu'il avait aussi collaboré avec les avocats des victimes. Il avait peut-être, contribué à donner, des informations sur d'autres éventuels rabatteurs et cetera et ça, c'est des choses qu'on devine aussi à travers d'autres documents qu'on voit aujourd'hui dans les Epstein Files. Donc ils se sont brouillés les toutes dernières années, mais pendant des années, c'était presque 2 frères, on va dire. C'est que quand on voit, le degré de proximité dans les messages, c'est très intime en fait, «Tu ne sais pas à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, tu as toujours été là pour moi». C'est vraiment très fort ce qui s'échange. C'est très fort, mais il y a quand même un déséquilibre, c'est qu'on voit bien qu'en fait, Epstein arrive à faire ce qu'il a fait avec d'autres, c'est-à-dire d'avoir quand même le dessus, d'être extrêmement dominant et que ses moindres demandes sont tout de même toujours assouvies, toujours suivies d'actions et même sur des choses anodines, quand il lui dit: «On sort ce soir» et Mmh. l'autre il dit qu'il peut pas, puis finalement il dit: «Bon Finalement, je ils y vont, oui. je mets mes chaussures, on y va», donc ça c'est quelque chose qui transparaît d'autres échanges avec d'autres interlocuteurs et qui raconte une toute-puissance d'Epstein qui arrive à faire en sorte que ses interlocuteurs et même ses amis proches, ou associés, fassent tout ce qu'il veut, presque. Et cette plainte au civil finalement, elle donne quoi? Alors je ne sais pas ce qu'a donné cette plainte au civil effectivement, et je ne sais pas si elle a eu le temps d'avoir, Oui. totalement de l'effet. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a l'arrestation de Epstein en 2019, Jean-Luc Brunel, il est aux abonnés absents. Moi, je me souviens à l'époque, on cherche pour nos enquêtes à le joindre et on n'arrive pas à pouvoir rentrer en contact avec lui, ni avoir une réponse de son avocat. On ne sait pas trop où il se trouve à l'époque. Il a été vu et c'est la photo qu'on aperçoit là, dans l'article qui est en lire aussi. On voit cette photo où ça, c'était, je crois quelques jours avant, en juillet 2019, quelques jours avant l'arrestation d'Epstein et on voit Jean-Luc Brunel en soirée, à la White Party à Paris, voilà, on est le 5 juillet 2019 et quelques jours après, on ne sait plus où il est. Il faut savoir que, quand il a été ensuite, mis en examen, pour viol sur mineur, pour harcèlement sexuel et placé sous le statut plus intermédiaire de témoin assisté, pour traite des êtres humains, là, à ce moment-là, il était laissé libre mais les policiers vont apprendre qu'il est en train de prendre un vol en décembre 2020 de mémoire pour le Sénégal avec pas de billet retour et avec beaucoup d'argent liquide sur lui. Lui, il a toujours clamé son innocence. Ses avocats aujourd'hui et avocates continuent d'aller sur les plateaux de télévision et compagnie pour dire que il est mort en prison en étant innocent, qu'il a été maltraité par la justice, etc. Et donc voilà, il a toujours nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Mais en tout cas, ce départ pour le Sénégal, pour Dakar, avec aucun billet retour et beaucoup Oui. d'argent liquide, a forcément nourri énormément de questionnements. Que tu parlais, ouais, de ce ton, qui de comment dire? Ne suppose pas de refus, d'Epstein. Il y a Camlet qui dit: «Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'Epstein peut avoir une emprise particulière sur certaines personnes telles que Brunel ou Maxwell». Alors, sur Maxwell, ce qui est certain, c'est qu'elle lui a fourni beaucoup, beaucoup de son entre-gens, de son réseau, de ses contacts parce que, elle vient d'une famille, avec beaucoup de connexions où, effectivement, elle lui a présenté tout un tas de gens, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vrai que, c'est vrai qu'on voit qu'il a le dessus dans pas mal de relations, mais c'est aussi tout le truc d'avoir construit finalement à la fois, un réseau mondain où en fait il faut être vu avec lui et que ce qui fait que les gens ne se posent même pas la question de est-ce qu'il est fréquentable ou pas après sa condamnation en 2008, hein. Je rappelle qu'en 2008 il est condamné, les faits sont requalifiés, mais il obtient une condamnation très clémente, mais il est quand même condamné pour sollicitation de prostituées mineures. On peut s'interroger sur est-ce Mmh. qu'il y a du consentement quand on est mineur dans une prostitution? Bon, et il est fiché comme délinquant sexuel. Malgré cela, tout un tas de gens, y compris, 2 présidents américains successifs, hein, Clinton et Trump,
ont continué de le fréquenter. En France, on a vu aussi tout un tas de personnalités qui l'ont fréquenté, de manière là aussi très proche, hein, la famille Lang notamment, comme on l'a raconté sur Mediapart, mais d'autres aussi. Et donc en fait, il y avait un côté où finalement, on se disait: «S'il est vu avec Bill Gates, s'il est vu avec Ouais. Clinton, s'il est vu avec Trump et cetera, c'est le type avec qui il faut être». Et donc je pense que ça a aussi pu asseoir sa puissance et expliquer aussi, ses relations, déséquilibrées. Après, pour ce qui est de gens comme Maxwell, qui a été sa compagne un temps, ou Brunel, dont il a été un ami très proche, en tout cas c'est ce qui transpire des mails. Il y a autre chose qui se joue. Est-ce qu'il savait, être finalement dans un rapport d'emprise, ou est-ce qu'il savait être dans un rapport presque de séduction au sens général, et pouvoir obtenir ce qu'il voulait? Ça, c'est autre chose, mais on voit aussi dans un autre genre le papier qu'ont fait Hélène Salvi et Fabrice Arfi sur le diplomate, Fabrice Haidan. On voit aussi que ce diplomate français, il veut satisfaire Epstein dans ses demandes. À un moment donné, il est question d'aller trouver la pointure, de chaussure d'un diplomate norvégien, que connaît le diplomate français, et il va se débrouiller, le diplomate français, pour envoyer cette pointure, de chaussure à Epstein, qui veut faire un cadeau à ce diplomate norvégien. Enfin, les gens se mettent en Ça 4 se met pour vraiment en lui. 4, ouais. Et quand je dis en 4, c'est pas là, je parle pas forcément du trafic, sexuel, en l'occurrence pour le diplomate, on parle pas du trafic sexuel là, mais dans des relations, de presque de suggestion, de servitude quoi, et ça questionne effectivement beaucoup sur la personnalité d'Epstein, mais ça raconte aussi sa puissance. Faut savoir que sa criminalité financière a permis d'entretenir la criminalité sexuelle, et qu'évidemment, il y a des formes de corruption aussi, qui ont pu opérer sur certains, pas sur tous les noms qui sortent, et c'est important de faire le distinguo de qui est accusé de quoi? Oui, sa fortune était, estimée, je sais plus, c'était 500 millions de dollars, c'est ça, Oui, alors j'ai vu des chiffres différents, mais oui, Oui, c'est à ouais. peu près ça, et faut juste rappeler que c'est un type qui était prof de maths et qui a été extrêmement malin, qui a mis un pied dans la finance, qui après a été beaucoup aidé par le PDG de la marque Victoria's Secret, et qu'il a fait une carrière en étant un peu, malin, et parfois un peu voyou, au sens où, il a un peu mitonné ses diplômes, pour rentrer dans telle et Mmh. telle école. Enfin, voilà, donc depuis le début, c'est quelqu'un qui se débrouille comme ça, par le mensonge, par le truc d'avoir les bonnes connexions pour arriver au bon endroit, et toute sa vie a été comme ça, et puis jusqu'à devenir, multimillionnaire. En parlant de connexion, on a une question de Nordum Lemoine. Il est parfois fait mention de décadence ou de dérive, mais est-ce que ce n'est pas plutôt le cœur même de ces sociabilisations, un véritable moteur de réseautage outre la classe sociale? Peut-être dans la lignée de Trump qui lui parlait par lettre de leurs nombreux secrets communs, n'est-ce pas comparable à bien d'autres personnes de l'ombre dont c'est le rôle intégral dans d'autres domaines, porteurs de valises, trafiquants d'armes, etc. Bah, ce qui est sûr, c'est que, moi je dirais surtout que Epstein a créé une centrale de compromates. C'est-à-dire qu'en fait, en collectant, autant Ouais. d'informations sur les gens, en mettant des caméras même chez lui pour ceux qui a pu filmer en train de faire autre chose, hein, là on est dans un degré, c'est une machine à compromates, et donc quand les gens se mettent dans votre main comme ça, on est au-delà du réseau, au-delà de sociabilité, on est dans une toute-puissance, mais aussi une forme de chantage, pour certains. Hem donc, mais bon, son la ca le l'étendue de son réseau, elle s'est vraiment accélérée dans les dernières années. Elle est déjà là en 2008, parce que pour obtenir cette condamnation si clémente, alors qu'à l'époque, il y avait déjà des preuves accablantes et que la justice a trop vite interrompu l'enquête du FBI. Je rappelle quand même que le procureur de l'époque, est devenu ministre du Travail sous la 1er mandat Trump. Donc tout ça pose aussi, beaucoup de questions sur, qui voulait vraiment enquêter, sur lui, qui comprenait que c'était grave que des mineurs aillent chez lui, et cetera. Hem, donc non, il s'agit pas de dérive, il s'agit de tout un système, de création de l'impunité et de complicité. Alors attention, toutes les personnes qui sont mentionnées dans l'Epstein Files ne sont pas des complices du trafic sexuel. Par contre, moi je pense que c'est la trace de complaisance à minima. Quand vous choisissez de ne pas voir que ce monsieur que vous fréquentez, ou qui vous rend des services, ou à qui vous rendez des services, ou avec qui vous avez une association financière ou que sais-je, a été condamné en 2008 pour de tels faits et fiché délinquant sexuel, et que vous décidez que ce n'est pas grave, vous participez d'une complaisance qui permet la perpétuation du trafic ou des violences sexuelles. Personne, n'a visiblement voulu s'intéresser, de près à tout ça, ou en faire un sujet. Ça raconte une chose, à mon sens, c'est l'indifférence aujourd'hui ou hier,
Envers la délinquance sexuelle, envers la criminalité sexuelle. C'est que finalement, c'est moins grave que d'autres formes de délinquance. C'est ça aussi que ça raconte. Je donne un exemple. Quand Fabrice Arfi va voir Caroline, Lang pour le premier contradictoire du premier article, quelques jours, 2 jours après la sortie des Epstein Files, donc on est tout début février, il lui dit: «Mais vous saviez qu'en 2008, il avait été condamné?» Et elle lui répond: «Bah, il m'avait dit: "Ne va pas voir sur Google, sinon tu voudras plus me fréquenter, tu voudras plus me voir".» Elle va sur Google, elle tombe sur des articles de la presse en Floride qui font état effectivement, de cette condamnation, et lui dit: «Non mais j'ai payé ma dette, à la société, j'ai indemnisé les victimes». Est-ce que ça même, ça peut permettre de se dire que on a envie de s'associer à cette personne, par exemple dans une société offshore? Ça pose quand même un sacré nombre de questions quand on voit le nombre d'échanges de la famille Lang avec Epstein. Donc, c'est pour ça qu'il est important de préciser que là, il y a pas de complicité dans le trafic sexuel, mais il y a une complaisance à travers ce monsieur qui était fiché délinquant sexuel, qui par ailleurs avait une réputation totalement sulfureuse, et ça, c'était quand même quelque chose qui était su. Mais il y a un côté finalement, c'est pas grave puisqu'il nous dit qu'il a indemnisé les victimes, que c'est derrière lui. Voilà. Je trouve que c'est un exemple parmi C'est un bon d'autres. exemple. Je vous envoie pour ceux et celles qui parlent anglais, l'article dont tu parles, par rapport à donc, cette, condamnation très légère, heu, hop, dans la presse de Miami. Il y a eu plusieurs questions. Alors, une question très, très précise de Ouais. Story28. Est-ce qu'il est vrai que l'agence de Brunel aux États-Unis, MC2, a été financée par Epstein avec un nom qui voulait dire E égale MC2 et E, voulait dire Epstein? Vont dire le niveau Non, de alors, de melon. enfin, je n'étais pas là quand, ils ont décidé d'appeler ça MC2, mais, de mémoire, c'est pas, cet acronyme-là. Je suis pas dans le secret des clins d'œil ou des Mmh. des des petites significations implicites. À ma connaissance, c'est pas lié à ça. OK. Désolée Story28, cette théorie du coup qui, tombe à l'eau. Là, par rapport on parle de la famille Lang, il y a Floki qui demande: «Sachant que Jack Lang a signé en 77 une tribune qui défendait la faculté de consentement des mineurs âgés de 13 ans, est-ce qu'on est sûr que Jack Lang n'a aucune affaire de pédocriminalité en lien avec Epstein, vu qu'il est cité dans les files?» Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est que dans les échanges, qui sont dans les Epstein Files, il n'y a pas d'éléments de mail qui montrent, de la pédocriminalité de Jack Lang ou une participation au trafic sexuel, et c'est important de le dire. Ensuite, pour le reste, on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas enquêté ou trouvé quelque chose ou et cetera. Jack Lang s'est expliqué sur la signature de cette tribune en disant, en gros: «À l'époque, j'étais pas le seul à signer ça. Mmh. À l'époque, on était pour élargir les droits des enfants. Aujourd'hui, je signerai pas ça». Mais moi, je trouve que c'est à mettre en relation plutôt avec toutes ces déclarations sur les affaires de violences sexuelles. Moi, je pense que chacune se souvient de ces déclarations au moment de l'affaire DSK en 2011, où il explique que bon, il y a pas mort d'homme quand même. Et même encore en 2019, quand il y a la série Netflix sur l'affaire DSK, l'affaire du Mmh. Sofitel, interviewé à nouveau, Jack Lang dit, «L'amour n'est pas un complot du diable», où il explique qu'en gros, comme si on reprochait à DSK, d'avoir été trop séducteur, trop amoureux, alors qu'on parle d'accusation de viol quand même, hein, faut être précis. Donc, il y a de toute façon à minima des déclarations anti-MeToo, des déclarations parfois, presque misogynes, des déclarations qui sont, dans la négation de l'importance que sont les violences sexuelles, et des déclarations qui font mine de confondre la drague, la séduction et les violences sexuelles, et donc ça ne va pas du tout, et puis cette tribune effectivement à l'époque. Ces éléments-là ne font pas des accusations de pédocriminalité. Il peut y avoir des rumeurs, un certain nombre de choses, mais ces rumeurs, elles prennent une existence pour nous journalistes qu'une fois qu'on a des témoignages concrets, qu'on a pu confronter et sur lesquels on a pu interroger, Jack Lang. Aujourd'hui, nous n'avons pas publié ça, et donc je suis bien en peine de vous répondre. Encore Oui. une fois, on répond toujours des enquêtes qu'on a publiées et pas de celles qu'on n'a pas publiées. Dans les exemples de «c'est pas si grave finalement», tout ce qui est attrait aux violences sexistes et sexuelles, il y a Flouki qui me dit: «Coucou Morandini», qui ne voulait pas démissionner malgré sa condamnation. Totalement, parce qu'encore une fois, il y a le concerné lui-même, mais il y a ce que les autres en disent. Quand, vous êtes, mis en cause, condamné ensuite, condamné en appel et cetera, que la condamnation à un moment donné est définitive et que vous restez en poste, le problème, ce n'est plus seulement vous, c'est vos employeurs qui décident en fait, que c'est OK.
Je rappelle quand même qu'il y a eu un article pour expliquer, que les stagiaires, étaient mis à un autre étage, Pour les protéger, ouais. pour les protéger, donc ça prouve bien qu'il y a un problème et je rappelle aussi que l'employeur, a une obligation de sécurité envers ses salariés et que là, il y avait quand même potentiellement un risque. Donc effectivement, coucou Morandini, oui. Tu nous regardes. Une question de Kaamelott sur, Epstein. Donc, quand tu disais qu'au début, il était prof de maths, est-ce qu'on y avait des dossiers de ses élèves? Est-ce qu'il a en termes de pédocriminalité quand il a de l'époque où il était prof de maths? Non, c'est plutôt plus tard, que en fait, tout part d'une maman qui alerte la police et d'ailleurs, Complément d'enquête a même diffusé le coup de fil de cette maman, enfin de cette dame, qui alerte en disant qu'elle voit, défiler des jeunes filles, mineures chez Epstein et qui ressortent avec, de l'argent, des sommes Mmh. d'argent. Et c'est de là que part l'enquête, du FBI, mais je n'ai pas d'éléments moi, après j'ai plus travaillé sur le volet français que le volet américain, je n'ai pas d'éléments sur la période où il était prof. Par ailleurs, en fait, il a pas été prof longtemps. C'est-à-dire qu'à la base, il a une formation de prof de maths, enfin de mathématicien, mais très vite, il va faire ce que font, parfois les gens qui ont fait des études scientifiques ou des maths, et qui sont plutôt bons là-dedans. Il va devenir financier, il va faire de l'argent et tout son truc va être d'être au bon endroit, de faire de l'argent et c'est ça qui lui permet, son pouvoir. Donc j'ai pas de traces de témoignages quand il était prof de maths. On va revenir sur, les, articles de Mediapart, mais là, on a 2 questions, c'est vrai que j'ai pu de voir passer dans d'autres streams. Il y a King, Daddy Dunger qui dit: «Bonjour, j'ai vu passer qu'Epstein était un agent du Mossad. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fou le complotax?» Et David Hasselhoff qui dit: «Bonjour, saurons-nous un jour comment est vraiment mort Epstein?» Alors oui, ça c'est des questions qu'on voit Qu'on voit beaucoup, beaucoup, oui. revenir dans les commentaires des articles, sur les réseaux sociaux et cetera. Alors sur la première question, on peut penser que Epstein avec, la tonne de renseignements qu'il avait accumulés, parce que je disais tout à l'heure, c'est une centrale de compromat. Il avait beaucoup d'informations et d'ailleurs il a assis aussi sa puissance par son réseau, les gens qu'il côtoyait, les informations qu'il pouvait avoir. Quand on voit que tel diplomate lui envoie des rapports, confidentiels, des choses comme ça, qu'un tel est accusé d'avoir transmis des informations de son pays. Enfin, bien sûr qu'il Mmh. avait des informations et que bien sûr on peut se demander, si des services de renseignement de quelque pays que ce soit aient pu être intéressés par approcher Epstein et avoir eux aussi accès à ces informations. C'est une possibilité. Maintenant, on n'a aucun élément là-dessus qui permet de montrer que c'est un agent de tel ou tel service de renseignement, le Mossad ou un autre. C'est quelque chose qui revient parce qu'en fait, ce qu'on découvre avec ces Epstein Files, c'est l'ampleur de ses contacts et de son carnet d'adresses et l'ampleur des informations qu'il avait. Encore une fois, la clé de tout ça, c'est qu'Epstein, c'est une centrale de compromat. Il fabrique, de la compromission comme ça. Il amasse des informations sur les gens et donc en quelque sorte, il en piège une grande partie. Tu pas précisé, compromat, si je il y avait des gens Oui, qui bah, me posaient la le question, de compromat, je renvoie à l'affaire de la sextape de Saint-Étienne, p si on veut un exemple français, mais c'est le fait de piéger quelqu'un et de le faire chanter avec ça ensuite, en détenant quelque chose. Donc par exemple, de piéger quelqu'un en mettant une caméra dans la chambre d'hôtel où il est avec, une escort girl ou que sais-je quoi, ou un escort boy dans le cadre de la sextape de Saint-Étienne. Donc c'est d'utiliser des informations que vous avez sur la personne. Et de pouvoir le tenir dans votre main quelque part. Que ce soit avec ça ou avec autre chose. Et il faut savoir qu'Epstein, dans ses différentes résidences aux États-Unis, pas en France, mais aux États-Unis, avait installé des caméras partout. d'accord, donc Donc quand il y avait des soirées, quand il recevait des gens, ça permettait de filmer, des gens. les gens Il y a sa des étaient au photos courant? qui sont prises parfois. Le prince Andrew, Ouais. on voit des photos, où il est à 4 pattes, sur une jeune femme, des photos où il est avec de Virginia Giuffre qui est très jeune. Donc ces photos existent. Donc il y a eu un certain nombre de photos et de vidéos. Mais je précise que dans les Epstein Files et peut-être j'aurais dû le dire tout à l'heure, dans les Epstein Files, le ministère de la Justice a annoncé qu'il avait expurgé tous les éléments qui étaient à caractère, pédopornographique, qui montraient des violences physiques ou des choses relatives à la mort. Donc ça fait OK, déjà ça fait beaucoup de beaucoup de choses choses. qui ont été expurgées. Donc quand on dit aujourd'hui, ben, il y a pas de preuve de complicité de trafic sexuel, faut quand même comprendre que beaucoup de choses ont été expurgées et qu'ensuite il y a les éléments qui ont été caviardés et parmi les éléments caviardés, on n'a pas tellement compris pourquoi parfois c'est caviardé là et pas là, pourquoi parfois il y a une photo d'une victime qui est, mise avec un petit carré noir, donc une forme de caviardage et parfois son visage n'est pas caché. Même photo apparaît, à un autre moment, voilà. Donc
Ça, c'est un petit peu déstructuré et pas du tout ça n'a pas été expliqué. C'est Heu, la transition parfaite, pour parler de cet article de Patricia Neves dont tu parlais tout à l'heure, qui est, pigiste et qui vit aux États-Unis, sur le caviardage où elle explique que dans un premier temps, les documents qui ont été mis en ligne, le caviardage ne protégeait, pas toutes les victimes. Ça, c'est hallucinant. ouais, c'est hallucinant parce que, évidemment qu'on peut comprendre qu'on protège, l'identité des victimes, mais d'ailleurs pas seulement leur identité, les photos, leur dignité et aussi tout un tas d'informations personnelles. Il y en a qui ont eu leur permis de conduire droppé dans ces documents. Il y en a dont le nom n'avait pas encore été révélé et qui a figuré dans ces documents. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en fait là, on a une planète entière de gens qui fouillent dans ces Ouais. documents parce que les gens n'ont pas compris tout de suite que c'était des documents auxquels tout le monde pouvait accéder. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit: «Ah bah, toi, tu as accès» et cetera. Je dis: «Mais tout le monde a accès, en fait». Donc là, nous, on est en train d'enquêter sur des documents, alors que tout le monde peut avoir accès à ces documents et que donc tout le monde drop des petits morceaux sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça est aux yeux de tout le monde et donc du coup, ces victimes se sont retrouvées, jetées en pâture, dans des documents publiés pour la terre entière, avec des informations personnelles, avec des choses qui relèvent de leur dignité. Effectivement, c'est comme ça que Patricia commence son article, par la parole, de l'un des avocats des victimes en disant: «Mais tout ce qu'ils avaient à faire au ministère de la Justice, c'est taper le nom des victimes dans le système et vérifier qu'aucun de ces noms ne figurait, dans ces documents» et même ça, ils l'ont pas fait. Et il y avait même à un moment donné, il me semble, une petite ligne en dessous, de la Epstein, la base de données des Epstein Files pour dire: «Beh, si vous avez une Mmh. récrimination, s'il y a un élément personnel qui figure, écrivez-nous». C'est évidemment lunaire, c'est évidemment complètement lunaire. Donc ces documents ont été, jetés n'importe comment et autant les victimes donc sont pas protégées, mais par contre il y a des tas de choses qui ont été caviardées et dont on se demande pourquoi elles l'ont été. Il y a des noms, de destinataires de mails ou d'envoyeurs de mails dont on ne sait pas pourquoi à tel moment ils sont retirés. Il y a beaucoup de choses caviardées et on ne comprend pas pourquoi. Donc en fait, le ministère de la Justice américain a fait n'importe quoi, en étant contraint de faire la transparence par le vote du Congrès. Je rappelle, hein, que quand même Trump avait promis que ces documents allaient être dévoilés en disant: «Mais de toute façon tout ça c'est un scandale des démocrates». Hem, il l'a pas fait une fois élu et il a été contraint de le faire, parce que le Congrès a voté la publication de ces documents, qui ont été publiés en 2 fois en décembre et janvier en gros. Donc il y a pas du tout d'information qui a été, donnée sur la méthode de caviardage et quand on fouille un peu dans ces documents, on s'aperçoit que c'est absolument n'importe quoi. Oui, il y a des, victimes qui témoignent qu'il y avait leurs informations bancaires, leur Ouais, adresse, qu'il y en a qui ont été ouais, harcelées par les médias, d'autres encore qui ont reçu des menaces. ouais. Quand c'est sur, des crimes, sexuels ou c'est des personnes qui potentiellement n'en avaient parlé à personne, où ça sort comme ça, c'est d'une violence, c'est hallucinant et en effet, par contre, les potentiels agresseurs, eux, ont été bien caviardés. Ouais, en tout cas, on a même nous, à Mediapart, trouvé un exemple complètement fou, d'une jeune femme française dont le CV, le nom apparaît, dans les documents et qui n'a jamais rencontré Epstein et plusieurs personnes l'ont appelé en disant: «Mais tu sais que tu es dans les documents?» Heu et c'est, effrayant. Ouais. Vous avez votre nom, votre photo, votre CV, c'est ce qui lui est arrivé à cette femme, dans ces documents, au vu et au su de tous et donc en plus, c'est forcément infamant d'être dans ces documents d'une manière ou d'une autre, parce qu'on se demande ce que vous faites là, pourquoi voilà. Donc pour elle, c'est terrible de se retrouver là-dedans, comme emportée par une affaire mondiale, donc effectivement, ça a été dévoilé de manière, voilà, très désordonnée et donc Patricia Neves a fait un papier pour raconter ça et vraiment je vous engage à le lire parce que c'est assez intéressant de voir comment, on protège pas les premières concernées et celles grâce à qui on a pu documenter les crimes d'Epstein quand même. Et c'est assez, vertigineux effectivement, des informations bancaires, des informations personnelles, et puis leur nom surtout en fait. Bon, les photos, enfin, c'est hallucinant et il y a pas mal de questions sur le caviardage. Est-ce que, on est censé donner des justifications sur chaque caviardage Bah, en fait, dans on ce peut genre de procédure? plus largement en fait, on peut se dire que, ces documents sont importants, ils vont être regardés par la terre entière, fouillés par des tas de journalistes. C'est pas déconnant de penser que le ministère de la Justice aurait pu, expliquer ce qu'il a Mmh. caviardé et pourquoi. Tout ce qu'il a dit, c'est: «On a expurgé de ces documents, les 3 tout type d'éléments que je citais tout à l'heure, mais pas d'informations sur ce qui est caviardé ou pas». Et il y a des bizarreries, en fait, parce qu'on a l'impression que parfois ils ont cherché à caviarder de manière automatique certains noms. Ah, on a une question là-dessus.
Donald, par exemple? Voilà, le fameux Ouais. Donald, ça on a expliqué, dans l'émission l'autre jour, Fabrice Arfi expliquait que le il y a parfois des don't, Qui saute, la ouais, négation en anglais qui sautent, et certains se sont demandé, si c'était pas parce qu'on avait voulu, de manière automatique, caviarder Donald Trump. Je n'ai pas la réponse à cette question, puisque justement il y a aucune transparence qui est faite sur, la méthode de caviardage et c'est improuvable de toute façon de faire le lien entre ça. Mais c'est quelque chose que, j'ai lu comme, tout le monde et c'est une possibilité. C'est pas une certitude, c'est une possibilité. On peut se poser la question. il y a Shino Shinura qui nous dit: «Les docs qui sont consultés par les députés américains sont aussi caviardés, ce qui semble être totalement illégal». Bah, ça, vous le retrouvez, hein, dans, l'article, de Patricia. Il y a une citation d'une ancienne procureure fédérale dans le Michigan qui dit que la loi n'autorise pas, les caviardages tels qu'ils ont été faits. Je continue parce que j'ai pas oublié ta question, je vais la poser David Hasselhoff. Juste, je continue à regrouper tout ce qui est un peu sur, du domaine du caviardage. Il y a aussi Fabiothèque qui dit que vu que c'est le département de la justice qui s'est, chargé de cette tâche, est-ce que quelque part c'est illusoire de se dire qu'on va trouver des choses qui impliquent, le gouvernement, Trump, Bah, évidemment, il faut rappeler un élément, on l'a rappelé dans l'émission à Mediapart, hein, mais, celui qui est le numéro 2 du, département de la justice américain, donc du ministère de la justice américain, c'est Todd Blanche. Todd Blanche, c'est l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Donc, évidemment, celui qui est, chargé de communiquer sur, la divulgation de ces documents, dans la conférence de presse, chargé de la piloter quelque part, est l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Le même Donald Trump qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est opposé à la divulgation de ces documents, figure dans ces documents et a menti sur la réalité de sa proximité avec, Epstein et notamment sur la durée de leur, fréquentation. Donc évidemment qu'on peut se poser la question, est-ce qu'une administration qui est, celle de Trump, peut correctement divulguer ces documents alors qu'elle s'est opposée à sa divulgation et qu'elle y a été forcée par un vote du Congrès? On voit bien qu'ils n'avaient aucune envie de divulguer ces documents et qu'ils ont expurgé ce qu'ils voulaient bien. Donc en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on voit là, ce n'est pas l'intégralité des documents et on nous donne une petite fenêtre de visibilité sur ces documents. On nous enlève des choses sans nous dire ce qu'on nous enlève. Ça s'appelle pas du tout de la transparence. Cependant, les documents qui sont là sont quand même une base pour nous, journalistes, de travail. Ça permet de faire des liens, ça permet de recouper des pistes, ça permet de voir des proximités. Epstein et Brunel ont supputait une proximité de par les témoignages qu'on avait déjà, mais là, on voit quelque chose de presque fraternel dans les emails, en tout cas jusqu'à 2014 et cette plainte au civil. Donc voilà, donc ça a été, ces documents ont été jetés n'importe comment avec un non-respect total et le mot est faible des victimes. Ça reste cependant une base de travail pour nous journalistes et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 3 semaines. sur les coulisses, parce que c'est aussi ça le thème de l'émission, sur les coulisses de ton travail, donc tu as dû consulter ces documents pour voir les liens avec Brunel. Il y a le gueuloir qui dit: «J'ai passé des heures dans les fichiers et je me demande comment vous, un, procédez d'un point de vue Ouais. organisationnel et 2, comment vous allez niveau santé mentale?» Et merci pour le stream. Alors, déjà, c'est important de dire qu'on a vraiment travaillé collectivement et on continue de le faire. C'est-à-dire que concrètement, on l'a raconté d'ailleurs, peut-être tu peux leur envoyer la lettre enquête que Michael Ashdenberg, Je sais pas où on le les retrouve, la enquête. ouais, elle est Moi, je les ai alors elle est dans le dans les mail, mails. mais Bon, je connais pas mon mot de passe. ouais, mais en tout cas, vous pouvez vous abonner, c'est Voilà, toutes les et ça, semaines. c'est excellente idée, j'ai le lien. Le abonnez-vous, il marche toujours et même pour la lettre enquête. Donc c'est une lettre enquête, je fais un petit résumé, mais c'est tous les samedis matins. C'est gratuit, c'est en accès libre et c'est passionnant. Michael Ashdenberg, qui est le co-directeur du service enquête, raconte, en fait, les coulisses d'une enquête qui a été publiée dans la semaine ou alors une question déontologique, éthique, journalistique qu'on s'est posée dans la semaine. Il a raconté, l'autre jour, début février, comment avait démarré, l'exploration d'Epstein Files et notamment par François Bougon, qui est au service international de Mediapart. Et Fabrice Arfi au pôle enquête, qu'ils avaient chacun commencé à fouiller, donc François Bougon envoie un mail le vendredi soir, en disant, 3 millions de documents, publiés par le département de la justice américain dans l'affaire Epstein, bon week-end. Et il se met à fouiller, Fabrice Arfi de son côté se met à fouiller, il tombe sur les mêmes éléments qui concernent la famille Lang, il y a un premier article qui est publié, mais le lundi matin à Mediapart, on est tous là. Et il faut quand même expliquer que c'est le moment où en France, on commence à comprendre l'ampleur de cette affaire et de ces documents, alors qu'il y avait une première salve de documents qui avait intéressé pas grand monde.
et alors qu'il y avait quand même en 2019 l'arrestation d'Epstein, une enquête ouverte en France, judiciaire et cetera. Donc c'est seulement maintenant que ça fait vraiment beaucoup de bruit et que les rédactions s'y mettent et qu'à Mediapart, on s'y est mis très vite et donc très vite, on se dit, à la fois en réunion enquête le lundi matin, puis en conférence de rédaction avec tout le monde, il faut se mettre là-dessus. Il faut faire une task force, il faut voir en fait ce qu'on peut explorer, et effectivement, comme le dit très bien la personne, c'est vertigineux parce qu'en fait, vous avez 3 millions de documents, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a lu ou qu'elle a lu les 3 millions de documents. Donc vous tapez un mot-clé, alors en plus on peut pas en taper 2, c'est-à-dire que vous pouvez pas taper, je dis n'importe quoi, Brunel plus, fille quoi. Vous pouvez pas, il faut taper, Brunel. Donc le moteur de recherche n'est pas non plus fait pour qu'on trouve des choses. De la même manière que c'est très désordonné, quand quelqu'un, est cité 2000 fois, en réalité, il est pas cité 2000 fois, c'est que chaque document peut être la réponse à un autre mail et Mmh. donc il y a les anciennes occurrences qui remontent. Bref, c'est dur à explorer, mais nous, ce qu'on a fait, c'est une grande réunion dès le lundi. Oui, on utilise, Utilise Liquid? Liquid, oui, tout à fait. Alors, c'est important de dire que quand on dit que tout le monde a mis un petit peu la main à la pâte, dans tout ça, évidemment, nous, chez nous, Christelle Coupa a justement, tout aspiré pour mettre, dans Liquid et qu'on puisse explorer ça mieux. On fait appel un peu à toutes les forces là-dessus, et dans la réunion, on a mis en commun, un petit peu toutes les compétences. Il y avait Youmni, qui chez nous, couvre, l'extrême droite, qui était là pour regarder ce qu'il pouvait y avoir sur le RN. Il y avait, telle autre personne qui avait vu des choses qui pouvaient aider. On était, je dirais une bonne dizaine dans la réunion et puis on a commencé à penser à déjà des 1 angles et puis très vite quand même, vous avez peut-être dû le voir, mais il y a une sorte de faux Gmail Oui, qui a été, Gmail. fait, voilà, par une personne très maligne visiblement, qui a aspiré tous les mails et qui les a remis en forme comme un vrai faux Gmail. Ce qui fait qu'on pouvait lire les questions-réponses de manière, plus simple et plus organisée que la base d'accès, du ministère de la Justice. Donc on s'est un peu réparti les angles et cetera, et moi j'ai travaillé par exemple avec François Bougon sur un papier transversal parce que ce qui nous a sauté aux yeux avec François, c'est à quel point dans les mails, il était question du mouvement MeToo, il était question de plusieurs affaires médiatiques, l'affaire Polanski, l'affaire DSK, l'affaire de Woody Allen. Woody Allen qui lui-même est un ami proche d'Epstein et qui on retrouve comme un point de connexion de plusieurs personnes. C'est par lui que Jack Lang rencontre Epstein, enfin la famille Lang rencontre Epstein. Donc c'était passionnant de faire aussi des papiers transversaux comme cela. Et puis on a continué à fouiller, à voir des gens qui nous alertaient aussi. On a reçu énormément de mails pendant ces 3 semaines. Mais donc il faut vérifier une fois qu'on a tout ça. Et on ne se contente pas, je le dis, c'est évident, mais on ne se contente pas d'avoir le nom de quelqu'un dans un mail. Il faut l'appeler, faire du contradictoire, il faut essayer de comprendre. Donc ce travail, il prend du temps. Et donc il y a des papiers qui se font dans le court terme, puis il y a des papiers qui prennent plus de temps à faire. Il y a aussi des papiers, moi j'ai bossé sur des papiers qui ne sont pas sortis parce qu'en fait c'était pas probant, que parfois vous appelez les gens, puis en fait, les réponses sont peut-être convaincantes, enfin je dis n'importe quoi, mais il faut voir la réalité des relations, la réalité des liens, la durée dans le temps. Il y a tout un tas de choses à explorer. Donc on a travaillé collectivement comme ça et puis, disons-le franchement, on s'est tous mis, et tous et toutes mis à taper des noms qui pouvaient être des noms qui sonnaient dans nos affaires à nous. Moi, j'ai tapé le nom de Depardieu, j'ai tapé des noms d'affaires que je pouvais avoir à connaître, pour voir s'il pouvait y avoir des liens, puisqu'il y avait des personnalités françaises, en fait, dans ces documents. Donc il y a aussi, ce côté un peu aléatoire. On peut pas dire qu'on a lu les 3 millions de documents. Mais celui qui a le plus fouillé dans tout ça, c'est quand même François Bougon et on rigolait l'autre jour à la rédaction de le voir du matin au soir complètement, aspiré par le vortex, Je quoi. ouais. Voilà, donc La santé mentale alors? la santé mentale, alors c'est vrai que c'était, moi je suis sortie vidée de la 1re semaine, d'exploration des documents. Aussi parce qu'on a quand même d'autres articles en cours, d'autres enquêtes en cours à la base et que tout à coup il y a une sorte de leak mondial, dans une affaire de violence sexuelle et financière. Donc faut imaginer que d'habitude quand on a un leak, c'est-à-dire une base de documents comme ça, une fuite de documents d'intérêt public. On travaille dans notre coin, parfois avec des médias partenaires, mais on travaille sur des mois. Là, on est en train de faire une enquête alors que le public entier sur la planète a accès à ces documents, donc c'est quelque chose d'assez inédit et d'assez déstabilisant. Et puis ça travaille dans toutes les rédactions, donc voilà, c'est assez déstabilisant. Donc la santé mentale, ouais, moi c'est vrai qu'au bout d'une semaine ou 2 de plonger là-dedans, là je me souviens, en fin de semaine dernière avec François, on terminait un papier qui sera publié sans doute demain. De se dire: «C'est pas possible leurs échanges à ces hommes entre eux».
je pense notamment à Epstein et l'un de ses rabatteurs, leurs échanges, la manière dont ils parlent de jeunes filles, souvent mineures, des jeunes filles de 14 ans, c'est impensable. C'est même plus du bétail, c'est au-delà de ça. Donc c'est au bout d'un moment effectivement, d'en lire autant en fait, vous finissez les journées, vraiment, crevés quoi. Alors après, quand on travaille sur les violences sexuelles, c'est mon cas, c'est le cas de Yannick Bredou, de Sarah Brett, on est quand même assez habitués malheureusement à lire des témoignages de violences sexuelles tous les jours et il faut prêter attention effectivement aux conséquences. Mais globalement, je pense que toutes celles et ceux qui se sont plongés dans les failles, ont vu qu'il y avait une forme de dégoût à la fin de la journée. Vous vous dites c'est puis vous vous dites: «C'est fou aussi quand même, l'étendue, de tout, son carnet d'adresses, la situation de suggestion parfois, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes quand même. Et puis le nombre de personnalités qui surgissent aussi. Alors parfois pas dans une grande proximité, hein, et certains s'en sont expliqués, mais c'est quand même déstabilisant, ouais. Je fais, une toute petite incise, on continue, hein, bien sûr la discussion parce qu'il y a d'autres, questions sur les Epstein Files, mais j'avais oublié, David Hasselhoff qui demandait, est-ce qu'il y a quelque chose de suspect dans la mort en Ouais. cellule de Epstein? Et alors je regroupe parce qu'entre temps, on a une autre question qui est arrivée Mmh. sur, le suicide de Virginia, pardon, Geoffrey. Geoffrey, j'ai loupé la question. Est-ce que, dans les causes de son suicide, bien sûr, tu as évoqué, le trauma évident qu'elle a subi, mais voilà, c'est ça, Mimi et Elimi qui demandent si est-ce qu'elle a reçu potentiellement des menaces de l'entourage d'Epstein, Prince Andrew, n'importe qui aurait été dans ce milieu-là et qui aurait pu, aussi, mentalement la fragiliser? Alors sur Virginia Geoffrey, ce qui a été surtout difficile, c'est que des éléments de ses témoignages ont été remis en cause. Il y a pu avoir des éléments qui ont été contredits par des choses factuelles, ce qui ne veut pas dire que tout son témoignage est faux, mais elle a eu l'usure aussi de quelqu'un qui a connu une procédure, judiciaire, XXL, une enquête XXL du FBI, des années de procédure, beaucoup de pression de par, mais quand je dis pression, c'est pas forcément extérieur, mais il y a de tels enjeux. En face, il y a la famille royale, en tout cas un de ses membres, elle en fait, elle avait une vue assez large sur le dossier parce qu'elle a vu passer tout un tas de personnalités, tout un tas de femmes. Elle a accusé Jean-Luc Brunel, elle a accusé Epstein et cetera. Donc non, c'est clairement, cette procédure, et la remise en cause de son témoignage perpétuel et de se prendre des bataillons d'avocats et les meilleurs avocats du pays souvent contre elle, qui sont usants, évidemment. Elle se bat contre tout un tas de gens ultra puissants, beaucoup plus outillés qu'elle. Et il faut comprendre que les procédures judiciaires, de manière générale, pour les victimes de violences sexuelles sont éprouvantes, fatigantes, longues, éreintantes et que quand vous vous battez en plus face à tout un tas de personnes, évidemment si puissantes, si bien conseillées et avec des bons avocats, bah, c'est difficile en fait. Il faut pas oublier autre chose, c'est qu'en fait elle était plaignante, elle a dû faire face à toutes ces dénégations-là, mais surtout elle a subi quand même pendant des années des viols, et tout ce trafic, sexuel, qui a forcément aussi laissé des séquelles énormes. Donc c'est tout ça, qui ont conduit, à son suicide. Mais si la question c'est est-ce qu'il y a des suspicions de qu'elle ne se soit Question pas, suicidée? Non, pas à ma connaissance. Des pressions directes, non, mais quand vous vous battez face à des gens, si puissants par rapport à vous et si nombreux, c'est difficile, ouais. Mais la procédure a été aussi éreintante pour elle. et du coup, sur la mort d'Epstein, est-ce qu'il y a des Ouais. doutes sur, les Su causes de sa mort? Sur la mort d'Epstein, je pense que le mieux, c'est de renvoyer à l'enquête qu'a fait là-dessus Complément d'enquête, pardon, l'émission de France 2, qui a fait, en 2024-2025, je me trompe dans les dates, une grande enquête de plusieurs mois sur Epstein, et les différents volets de l'affaire. Et dans, ce complément d'enquête, il y a une part très, très large qui est faite sur les conditions de sa mort. Évidemment que quand on voit, les éléments ramenés par complément d'enquête et les éléments ramenés par un légiste américain, un criminologue, il y a de quoi se poser des questions, c'est évident. Mais aujourd'hui, en tout cas, la thèse officielle est celle d'un suicide et il n'a pas été démontré l'inverse. Alors après, si vous suivez un petit peu tout ce qu'il y a, mis bout à bout dans le complément d'enquête, il y a le fait que les gardiens qui étaient chargés de surveiller Epstein dans sa cellule à l'époque, toutes les 30 minutes, ont signé pour dire qu'il avait fait, alors qu'après ils ont avoué qu'ils avaient menti, qu'en fait ce soir-là, ils l'ont pas surveillé. Il y a des doutes sur combien de personnes étaient dans la prison ce soir-là, parce qu'il y a un décompte. Il y a tout un tas d'éléments. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque, en tout cas, le fait que la scène de crime reste ouverte et cetera, ça
empêcher de toute façon qu'une vérité, sorte dans un sens ou dans un autre. C'est ça que vous vous dites en regardant le complément d'enquête. Mais jusqu'à preuve du contraire, il s'est suicidé. L'inverse n'a pas été démontré. Donc il y a tout un tas de questions et je pense que c'est pour ça que des années après, on est encore sur ce sujet. Mais il n'a pas été démontré à l'inverse aujourd'hui qu'il ne s'est pas suicidé. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre le Mmh. débat. Mais je pense que le mieux, pour vous faire une idée, c'est de regarder l'enquête de complément d'enquête, qui est assez complète sur ce volet, qui va voir les différentes parties pour essayer de comprendre. Il faut savoir que le frère d'Epstein défend effectivement le fait que son frère ne se serait pas suicidé. Mais en tout cas, aujourd'hui, la thèse telle qu'elle a été officialisée, démontrée, est celle d'un suicide en détention, alimentée par le fait que 2 jours avant, il avait signé Epstein un testament. Donc c'est vrai que les questions, c'est à l'inverse, pourquoi s'il avait Mmh. signé un testament, 2 jours avant, pourquoi il aurait été tué? Est-ce que pas il s'est pas plutôt suicidé? Voilà. Donc moi, j'ai pas travaillé sur ce volet, je le dis très sincèrement, mais je ne peux que vous renvoyer, au complément d'enquête et je pense que c'est important de toute façon de pas tirer de conclusions hâtives sans connaître les éléments précis, hein. Les éléments précis du dossier, moi j'ai pas accès à l'enquête et à l'autopsie. Nordum Lemoine, donc vont parler de la violence continue, quand, tu témoignes et que tu te retrouves avec une armada d'avocats, tu as pas le remise en doute. Il dit: «Est-ce qu'il y a aussi des intimidations, menaces de mort, violences, sur des animaux de compagnie?» bref, des méthodes classiques d'intimidation. Je relis la question, il y a pas aussi, sur les animaux de compagnie, ça je sais pas. Heu, je pense qu'il y a même pas besoin de ça. C'est-à-dire que, hem, faut comprendre aussi que Epstein, à partir du moment où il filmait tout, il avait aussi des tas de vidéos de ses femmes, Ouais. en fait. Quand je parlais de centrale de compromat, c'est pas seulement pour, les hommes qui venaient, c'est aussi pour toutes ces femmes et il y a aussi un autre truc très pervers dans le système d'Epstein, c'est que les victimes devenaient à leur tour rabatteuses. Pas toutes, mais certaines, parce que c'est ce qu'il leur demandait et ça transpire de beaucoup de témoignages, c'est-à-dire qu'il fallait que les filles trouvent des filles. Et la présence de filles rassurait d'autres filles, donc Mmh. ça se voit aussi dans les témoignages. Les personnes se disent: «Bon, bah, là, je suis accueillie par une fille, donc ça va quoi, si elle est là, ça va quoi». Et sauf qu'en fait non, c'est qu'au bout d'un moment, les jeunes filles étaient happées dans ce système. Et puis aussi, il faut comprendre un autre truc, c'est que, quand vous arriviez chez Epstein dans ses résidences, diverses et variées, à Paris ou aux États-Unis, il y avait des photos de lui avec tout un tas de gens, puissants, Clinton, Trump, Bill Gates, tout un tas de gens qui apparaissent aussi dans les documents aujourd'hui, qui sont, des gens très influents. Donc quand vous étiez une jeune femme, mineure ou majeure d'ailleurs, et que vous arrivez chez lui et que vous voyez que, il est entouré de tout ce réseau de personnalités au plus haut niveau de la planète, dans tous les pays, bah, forcément vous vous dites: «Mais moi de toute façon si je parle, qui va m'écouter? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qui va me croire?» Donc faut comprendre ça aussi. Vous avez pas forcément besoin, toujours d'intimider concrètement, parce que quand, vous posez ce niveau de puissance, bah, vous l'avez votre toute puissance. Et puis c'est quelque chose aussi que tu documentes, dans tes articles sur Brunel, il y a, la recherche de certains profils, de jeunes filles qui sont plus isolées, plus Ouais, vulnérables, ouais. donc ça aussi, ça te permet, d'asseoir encore plus, Il y a plusieurs, d'emprise, filles ouais, il y a plusieurs, victimes, qui venaient soit, de milieux pauvres ou de pays pauvres, qui avaient parfois subi elles-mêmes déjà des violences sexuelles, dans l'enfance ou au sein de leur famille. Donc déjà, on est sur des profils, où ils pouvaient exploiter une fragilité, même si encore une fois les violences sexuelles, elles peuvent arriver à tous et à toutes et de la part, de tout un tas de milieux sociaux et c'est bon de le rappeler. Mais c'était une forme de faille, de vulnérabilité en tout cas, qui était évidemment exploitée et ça, c'est vrai que ça se sent, même dans les témoignages côté français. Ticia Huisman, dont on a révélé le témoignage, ancienne mannequin néerlandaise, qui a témoigné en Mediapart, concernant Jean-Luc Brunel en 2019. Elle dit que bon, bah, elle était étrangère, qu'elle arrivait en France, que c'était compliqué. Pamela, c'est pareil, elle était canadienne. Vous n'êtes pas dans votre pays, vous n'êtes pas dans votre langue maternelle. Le réflexe, c'est pas forcément d'aller à la police, puis vous dites qu'on va pas vous croire, et cetera. Et puis il y avait aussi toujours comment dire? La peur des représailles. Et je donne pour exemple le témoignage de Zoé Brock, ancienne mannequin néo-zélandaise qui a témoigné dans l'enquête de Mediapart, en 2019 de Mathieu et Lorraine, de Laurine Ortiz, pardon. Elle disait qu'elle, elle a refusé justement, ces
j'allais dire ses propositions sexuelles, c'était plus que des propositions sexuelles, mais elle a refusé en tout cas, son fonctionnement, et elle dit qu'elle est passée de «j'habite, chez Jean-Luc Brunel», puisqu'en fait il logeait plusieurs mannequins dans son grand appartement, des mannequins de l'agence Karine Model. Elle s'est retrouvée reléguée à Pigalle dans une chambre insalubre et qu'ensuite elle n'arrivait plus à travailler parce que tout le monde disait qu'elle était droguée. Ouais. Et ça, c'était visiblement quelque chose, selon elle, qui était répercuté par Jean-Luc Brunel. Donc il y a aussi cette peur de représailles qui a beaucoup joué. Je il y a une question de Le Gauloir, j'ai peu entendu parler du témoignage de Sacha Riley. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on sait si son témoignage est fiable? On n'a pas parlé en tout cas chez nous. Alors moi, j'ai pas travaillé sur ce témoignage, donc je serais bien en peine de donner un avis. Il y a eu plusieurs questions dans ce sens, merci de Flash, «Bonjour, merci pour votre travail. Est-ce qu'on sait à ce stade à quel point l'État français et ses insti est-ce que vous pouvez en parler? Parce que j'ai vu que Yaël Braun-Pivet refusait d'aborder le sujet». J'ai une question un peu plus haut, oui, sur pourquoi il n'y a pas une commission d'enquête en France, qui est mise en place, Alors, tous les demandes de commissions d'enquête n'aboutissent pas, forcément à des commissions d'enquête. Il y a aussi déjà beaucoup de commissions d'enquête. Je ne sais pas les raisons, réelles du refus, de cette commission d'enquête potentiellement, et peut-être elle existera un jour. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2019, on ne peut pas dire que la justice s'est pas quand même saisie. Les policiers, encore une fois, ont fait un appel à témoignages. Il y a vraiment une volonté, de pouvoir, trouver des témoignages, en tout cas sur Jean-Luc Brunel. Et je donne un exemple, mais après l'un de nos articles, moi, j'ai été contactée par les policiers et policières, qui voulaient faire passer le message aux victimes, qui étaient anonymes dans mon papier, que si elle voulait être auditionnée, ça aiderait beaucoup la justice. Alors nous, on n'est pas, policiers, auxiliaires de justice ou de mmh. police, donc dans ces cas-là, évidemment, on ne donne pas les contacts des personnes, d'autant plus quand elles sont anonymes. Par contre, on fait passer cette demande tout simplement aux concernés, et en l'occurrence, l'une des personnes, à laquelle je pense a accepté d'être auditionnée, ça a pu aider. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même une volonté, de ce service de police qui était, je le rappelle, le groupe mineur, de l'OCRVP à Nanterre, donc qui est un peu l'unité d'élite, de lutte contre la pédocriminalité, mais qui, comme plein de services de police, même si c'est un service un peu d'élite, est engorgé de dossiers, débordé et cetera. Sans doute n'étaient-ils pas assez nombreux, et le problème, c'est qu'en fait, l'enquête à l'époque s'est concentrée beaucoup sur Jean-Luc Brunel parce que c'était le cas le plus qui revenait le plus, sur lesquels ils avaient des témoignages. Le problème, c'est que Jean-Luc Brunel, s'est suicidé en détention provisoire en 2022, et que rapidement l'enquête a été du coup, clôturée, et avant que les policiers aient pu explorer, finalement, d'autres pistes, d'autres éventuels rabatteurs, d'autres éventuels complices. Et je pense que, ça explique aussi qu'il y ait pas eu, de suite, mais on peut pas dire que la justice a rien fait en 2019. Par contre, elle a sans doute pas exploré assez de pistes, elle a sans doute pas mis assez de moyens, pour remonter, d'autres, auteurs ou complices vivants. Ça, c'est probable, et d'ailleurs aujourd'hui, on voit quand même que le parquet de Paris, enfin la procureure de Paris a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes. Une sur un volet financier, une sur un volet sexuel et traite des êtres humains, et qu'on va voir ce sur quoi aboutissent ces enquêtes. Est-ce que, alors, pour Jean-Luc Brunel, il n'y a pas de suite pénale possible parce qu'il s'est suicidé, ça a mis fin aux poursuites. Par contre, il y a des procédures en cours au civil pour faire reconnaître la faute au civil et le préjudice sur les victimes, et ce sont les héritiers de Brunel qui sont attaqués. Donc ça, c'est une autre forme de conséquence possible. Ça permet finalement de contourner la prescription ou l'extinction de l'action publique en raison de la mort d'un des auteurs, ou d'une mise en cause plus exactement. Voilà, donc à quel point l'État est mis en cause? À ce jour, en tout cas, pour ce qui est de la justice, elle aurait sans doute dû saisir en 88 au moment de CBS, elle l'a pas fait. Elle s'est saisie en 2019, elle a travaillé, mais l'enquête a été clôturée après le décès de Brunel. Il a souvent été dit aussi que Macron était mentionné dans les Oui, leaks, il y a eu des mais questions il n'a pas là-dessus. été mentionné comme étant dans une relation personnelle, ou voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les files, dans les Epstein Files, il y a des gens qui sont mentionnés parce qu'on parle d'eux. Macron, a dit ça à tel sommet, à telle réunion, où il a annoncé ça en France. Bah, du coup, le nom de Macron figure, dans les Epstein Files. De la même manière que Anne-Claire Lejeune, qui est l'avocate, des plaignantes dans l'affaire Brunel, elle me dit: «Beh, moi, il y a mon nom à ce moment-là dans les Epstein Files». Donc évidemment, c'est important de voir
quand votre nom est cité dans Epstein Files, pourquoi il est cité? Est-ce qu'il y a une relation particulière? Est-ce qu'il y a une relation suivie? Est-ce qu'il y a une relation amicale? Est-ce que ça dure des années? Pourquoi vous êtes cité, quoi? Ça, c'est important d'aller vérifier ça. Il y a une question sur un conflit d'intérêts potentiel. Après, on va justement rentrer dans le détail de l'affaire, Brunel. Une question sur un conflit, d'intérêts, de Yael Braun-Pivet. Est-ce qu'elle a été avocate dans le cabinet qui a défendu Jean-Luc Brunel pendant, je crois, c'est 7 ans? J'ai vu l'info tourner sur les Alors, réseaux j'avais pas vu sociaux, cette mais information, je ne sais pas. je n'ai rien vu de sourcé pour l'instant, j'ai vu que des posts de réseaux sociaux. L'avocate de Jean-Luc Brunel, que moi j'ai d'ailleurs eu pour l'un de mes articles, c'est Marianne Abgral, qui d'ailleurs, le défend depuis assez longtemps puisque dans les documents, on voit qu'en 2014-2015, il me semble que c'est elle qui fait, l'un des premiers courriers liés à la demande qui est faite aux civils contre Epstein. Je n'ai pas d'informations, sur Yael Braun-Pivet et voilà. Encore une fois, je pense que, avant de s'emballer à chaque fois, c'est important de vérifier les choses, d'aller voir ce qu'il en est et je crois que c'est là où le journalisme est utile. Et le journalisme, il a besoin de temps parfois pour travailler. Ça me semble important. Oui, ça serait elle aurait travaillé au cabinet d'Hervé Hervé Herm Temim. Termine, Temine, pardon. Bon, en tout Alors à ma cas, il y a connaissance, c'est pas le cabinet justement, de l'avocate de Brunel, qui est Marianne Abgral. on a un peu du côté parlementaire. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'oppose à une commission d'enquête demandée par LFI. Sur Europe 1, elle a affirmé que cela empiéterait sur la justice. Affirmant la commission d'enquête parlementaire ne doit pas être en concurrence avec la justice. Les internautes découvrent dans cette démarche une compromission liée au passé de la présidente de la Chambre basse qui a travaillé dans le même cabinet d'avocats que celui, je trouvais ça, mais pas sur un site fiable. Oui, bah en fait, j'ai trouvé le même genre d'infos, il n'y a rien sur les sites Non, mais fiables, en tout cas, pour ce qui est de donc concurrence avec la justice, en fait, chacun doit rester dans son rôle et donc quand il y a une commission d'enquête qui aborde des éléments qui sont par ailleurs couverts sur une procédure judiciaire, elle ne peut pas se substituer à la justice, et effectivement, il y a parfois des difficultés, ce qui permet aussi aux concernés de ne pas répondre à certaines questions en disant: «Bah, il y a une procédure judiciaire en cours». Donc, il faut bien comprendre qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est pas la justice, c'est pas la police non plus. C'est un autre exercice et que quand il y a une enquête judiciaire en cours, effectivement, parfois ça peut être délicat. puisqu'on parle de la justice française, il y a une question de Maroucha. Est-ce que la justice française, dans l'enquête, Brunel, peut faire des demandes de documents non caviardés à la justice américaine? Alors il y a eu une demande déjà, Patricia Neves le raconte dans un des articles, dans l'article sur Brunel et Epstein, il y a eu une demande, justement de coopération là-dessus, avec la justice américaine pour avoir accès, à l'enquête du FBI et à déjà des documents et Patricia expliquait que, les policiers français se sont heurtés quand même à peu de coopération, côté, américain. Moi-même, je ne sais pas, à quel point ils ont eu accès ou pas, à tous les documents. L'avocate, des parties civiles, dans l'affaire, Brunel a expliqué que non, ils n'avaient pas tous ces mails à l'époque. Est-ce qu'ils peuvent faire une demande, de documents non caviardés pour, joindre, à cette enquête? C'est possible, je pense, mais est-ce que la justice américaine va donner droit à cette demande? Pas sûr. Oui, ils peuvent toujours demander, mais alors, si ta question, elle, est aussi, complémentaire avec, vraiment le mode opératoire, présumé de Brunel. Sophie demande: «Est-ce que c'est vrai que les filles qui étaient rabattues donc par Brunel à travers l'Europe passaient par Paris pour avoir un visa, pour ensuite aller aux États-Unis?» Alors ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, de manière générale, officiellement, l'idée c'était que, à ces femmes, on faisait miroiter un travail et que, ce travail, il y avait plusieurs intermédiaires. Parce que vous savez qu'en gros, dans le mannequinat, il y a des recruteurs indépendants, c'est-à-dire des chasseurs de tête un peu, dont le métier est d'aller chercher, débaucher un peu des jeunes femmes pour les mettre en relation avec des agences de mannequins. Sauf que Epstein n'avait pas une agence de mannequins, mais lui était en contact avec des agences de mannequins. Évidemment, tout ça a servi aussi de couverture finalement à tout le trafic dont est accusé, Epstein. Pour ce qui est de Brunel, lui, il conteste en fait ce rôle de rabatteur, ça c'est le premier point et moi je ne sais pas, quel était le trajet du trafic. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes filles étrangères, beaucoup de jeunes filles de l'Est notamment. Il y a des filles de l'Est, des filles de Russie et cetera ou d'Ukraine.
on voit apparaître ça. L'une des personnes qui a témoigné, ouvertement, en France et avec qui moi je suis en contact, raconte qu'elle, on lui avait dit, «Il y a des opportunités aux États-Unis», Mmh. elle est partie quelques semaines après, mais on lui a dit, «B dis que tu es là pour le tourisme, pour Mmh. de à Et la pas pour douane le à la travail. douane». Et il y avait notamment, au bout de 3 mois, on lui disait: «Faut que tu restes 3 mois pour te préparer, perdre du poids et cetera avant d'être présenté aux agences de mannequins». Bon, au bout de 3 mois, votre visa touriste, il expire et donc vous vous mettez finalement dans la main d'Epstein. Donc c'est surtout ça. Elle raconte aussi que quand elle est arrivée, on lui a pris son passeport et que, plus tard, en demandant à le récupérer parce qu'elle a senti le coup fourré et que rien n'était normal, elle a vu qu'il y avait 20 passeports dans le tiroir. Donc c'est surtout ça qui est inquiétant, et je ne sais pas quel est précisément le trajet, par Paris ou pas, et comment elles arrivaient sur l'île. Ça, je ne sais pas. Pour, détailler sur, je vous mets le lien dans le chat sur vraiment le volet français. Donc l'affaire, Brunel. Ah zut, je me suis c'était ce rabatteur affreux, ce mot, de jeunes femmes, de jeunes filles. Nordum Lemoine demande combien il y avait, de passeports dans le j'imagine de passeports dans le tiroir, dans l'anecdote que tu racontes, Ouais. oui, il y avait beaucoup de passeports dans le tiroir, Dans mais l'anecdote de cette, oui, jeune femme qui s'appelle Juliette, il elle disait qu'il y avait une une vingtaine de vingtaine. passeports, dans, le tiroir d'Epstein et qu'elle avait compris à ce moment-là que c'était, pas du tout normal évidemment. Alors dans son cas, il faut expliquer que sa maman avec qui elle était en contact, hein, elle avait 19 ans, 21 ans pardon, elle était française. Elle a très vite appelé sa maman pour lui dire, «C'est bizarre quand même, il y a ça et ça» et c'est sa mère qui lui a dit: «Il faut que tu rentres tout de suite». Elle lui a dit: «Bon, je fais quand même la tournée des autres agences de mannequins et je rentre». Mais sa mère a été très alerte et a tout de suite senti que ce n'était pas normal, en fait. Qu'on lui dise, «Tu vas aller à la douane et dire que tu viens pour du tourisme», qu'ensuite elle pense arriver dans une agence de mannequins et qu'en fait elle arrive dans un appartement qui est celui d'Epstein, Il lui demande qu'on de se lui dise déshabiller entièrement, on lui demande de se déshabiller. Alors ça, elle dit que dans le milieu du mannequinat, se dévêtir pour, montrer son corps dans le mannequinat, malheureusement, c'est une pratique courante. Mais là, on lui demandait de se dévêtir, totalement et Epstein l'a même palpé en disant, «Non, là, ça va pas, on a besoin de 3 mois avant que je te présente aux agences» et 3 mois, le visa touriste, il mmh. expirait. Donc le système était visiblement, rodé. Oui et peut-être, si tu peux nous expliquer, les témoignages qui sont assez concordants, sur, les personnes qui ont été victimes, de Brunel. C'est un mode opératoire qui à chaque fois quand même qui a l'air bien rodé. Alors, les témoignages se recoupent. Comme je disais tout à l'heure, Jean-Luc Brunel faisait, dormir chez lui, dans son grand appartement à Paris, un certain nombre de mannequins qui étaient liés à l'agence Kering Model, dont les locaux étaient juste à côté. Ça, c'est quelque chose que savait l'agence de mannequins, quelque chose qui ne va pas du tout évidemment. À quel moment vous allez dormir dans l'appartement du directeur de l'agence? Il y a un mélange des genres qui, à Déjà minima, ne va ouais, pas du tout. Plusieurs disaient qu'elles étaient invitées chez lui, parfois, dans des soirées où il y avait plein alcool, d'hommes et oui. plein de jeunes femmes et de très jeunes femmes, que l'ambiance, c'est comme ça que c'est décrit dans la procédure, que l'ambiance générale était un climat, de drogue, de beaucoup d'alcool et un climat de violence sexuelle. Ça, ce sont les accusations, les témoignages, parce que je rappelle, et c'est important de le dire, que Jean-Luc Brunel a toujours nié les faits, qu'il les a contestés à travers ses auditions chez le juge, mais aussi, à travers ses avocats, que ça sur le volet traite des êtres humains, donc le volet trafic, sexuel, il n'a pas été mis en examen. Alors est-ce que la procédure aurait évolué, s'il ne s'était pas suicidé, qu'il y aurait eu d'autres éléments peut-être, et peut-être à la faveur de ces Epstein Files? Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'époque, son statut, c'était celui de témoin assisté, donc témoin assisté, c'est un statut intermédiaire, mais vous n'êtes pas mis en examen pour ces faits. Donc ça, c'est important quand même de le rappeler. Il a clamé son innocence et il a fini par se suicider en prison. Une fois qu'on a dit ça, les témoignages, les accusations, elles sont assez similaires effectivement. C'est que ces femmes disent que, il leur propose, une boisson, un cocktail ou quelque chose et qu'elles se sentent mal après avoir ingéré cette boisson, parfois extrêmement mal. Pamela, par exemple, elle raconte que d'un seul coup, il fallait qu'elle s'allonge, ou il lui a proposé, de s'allonger ou de prendre un bain, enfin et puis qu'elle se réveille dans la chambre et qu'elle a eu un blackout total et elle dit: «J'ai été violée» et qu'elle essaie en panique de partir de chez lui sans le réveiller, qu'elle trouve pas la porte Ouais et parce c'est qu'on les est dans le rideaux noir et devant c'est les les rideaux qui sont à l'époque sur les portes et sur les fenêtres
Elle utilise le téléphone fixe pour appeler un ami que j'avais retrouvé pour mon enquête, qui était son meilleur ami de l'époque et en pleine nuit, elle arrive à le joindre. Alors on est à une époque, au début des années 90 où il y a pas de téléphone portable, mais elle arrive quand même à joindre son ami qui est chez lui et elle lui dit: «J'arrive pas à sortir, je vais sauter par la fenêtre, il faut que tu viennes me chercher». Il lui dit: «Ne saute pas par la fenêtre, essaie de trouver la porte, essaie de trouver la porte». Il la recueille tout de suite et elle est dans un état de panique, impensable et elle dit: «J'ai même pas envisagé d'aller voir la police». Les autres témoignages sont assez similaires. Il y a des soupçons de soumission chimique, les gens qui disent que d'un seul coup, ils se sont sentis mal. Et dénonce, effectivement des viols. Il y a une autre femme, comme je disais tout à l'heure, qui dénonce le fait que, face à ses refus, elle s'est retrouvée, reléguée à Pigalle dans une chambre insalubre et qu'elle n'a plus pu travailler après. C'est ce qui figure aussi dans le documentaire de CBS où des femmes disent, la journaliste leur demande: «Mais qu'est-ce qui se passe si vous dites non?» Elle dit: «Beh, on travaille plus». Ouais. Voilà. Et donc par rapport au procès, c'est aussi une des questions, comment, faire justice quand, l'accusé principal, décide, enfin ou décède quoi, tout simplement. Tu parlais tout à l'heure qu'il était possible de poursuivre l'héritier. Comment ça se passe ça concrètement? Alors, de manière générale, même, il y a le civil et ça, c'est quelque chose qui est très méconnu et qui est intéressant et qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez attaquer la personne au civil. Alors là, ce sont ses héritiers parce que lui est décédé, mais vous pouvez attaquer au civil pour faire reconnaître, la faute. C'est-à-dire que le but va être de montrer, d'étayer la faute, par le préjudice et au civil, la prescription est de 10 ans et elle commence à partir du moment où votre état est stabilisé, où on estime que, le préjudice a plutôt cessé ou s'est stabilisé et à partir de là, dans cette action civile, vous devez étayer le fait alors par exemple Tissia Huisman qui est l'une des 2 femmes qui a engagé cette action civile contre les héritiers de Brunel, elle fait valoir que, elle a fait une dépression, qu'elle est tombée dans la drogue après le viol qu'elle dénonce de la part de Brunel. Elle fait savoir que, elle a dû faire plusieurs thérapies, notamment une dernière engagée en 2017 et qu'à partir de 2017-2019, c'est allé un peu mieux, mais que ça a ruiné sa vie et tout ça est étayé par des expertises psy, par des attestations de médecins, par des témoignages aussi, que ce soit dans la procédure ou voilà et d'ailleurs le juge d'instruction dans cette affaire questionnera Brunel là-dessus en disant: «Comment vous expliquez que madame, des années après, soit encore si marquée par tout ça, Mmh. qu'il y ait autant de conséquences dans sa vie?» Voilà, donc le civil permet et l'avocate des 2 plaignantes, Anne-Claire Lejeune, le dit très bien dans cet article qu'on a publié, au tout début de la révélation des Epstein Files. C'était une audience qui était prévue de toute façon et un papier qui était prévu de toute façon, mais du coup, dans le contexte Epstein, forcément, ça prend une autre dimension, mais l'avocate explique bien que c'est une forme d'alternative, le civil, pour faire reconnaître la faute, au pénal, soit quand la prescription empêche les poursuites au pénal, soit quand il y a une extinction de l'action publique en raison du décès, du mis en cause et c'est ce qui s'est passé ici. Il faut savoir que toutes les plaignantes, du pénal n'ont pas pu engager une action au civil, parce que pour certaines, le préjudice était plus difficile à étayer, parce que pour certaines, elles allaient un peu mieux, et depuis, des années qui permettaient pas, de rentrer dans le délai de prescription, enfin dans le délai non prescrit ou que pour certaines, elles ont renoncé à une telle action parce qu'elles se sont fait une raison. C'est-à-dire que se sont dit: «De toute façon, il est décédé, donc pour moi, je sais qu'il y aura pas de procès, c'est ce que je voulais», voilà. Pour d'autres, le fait de reconnaître la faute au civil est une manière quand même d'avoir quelque part un statut de victime et ça, c'est pas vrai que dans l'affaire Epstein, c'est vrai, en général. Mais donc c'est une manière quelque part de contourner la prescription et d'avoir un statut de victime. Patricia Huisman, ce qu'elle dit, c'est: «Moi, j'ai été traitée de menteuse par Brunel». Elle dit qu'elle a aussi été traitée de menteuse par ses héritiers, dans ces procédures-là, dans ces, voilà, et qu'aujourd'hui, elle veut la reconnaissance de ce préjudice et de cette faute pour qu'on arrête de dire qu'elle a menti et que ça ouvre la voie à une reconstruction pour elle. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Alors pourquoi on peut attaquer les héritiers? Là, c'est une histoire un petit peu particulière, je vais résumer en quelques phrases, mais en gros, Heu Jean-Luc Brunel, il avait attaqué Mediapart et il avait attaqué Libération au moment de nos révélations en 2019. Il avait attaqué le premier papier. Et ses héritiers ont fait valoir auprès de la justice qu'ils reprenaient son action en diffamation et ils ont fait valoir un document de notaire pour dire: «On est les légataires». OK. Donc ils Ce s'estimaient eux sont les aussi neveux, hein, je précise, ce offensés, sont 2 nièces et un neveu. ouais. Donc ils estimaient, que c'était à eux, en tant que légataires, de reprendre ces actions. C'est quand même pas rien de reprendre une action en diffamation engagée par leur oncle contre les médias, des médias en tout cas qui ont dévoilé, des éléments, sur Jean-Luc le Brunel, même s'il conteste ces éléments
L'avocate de ses héritiers, qui est celle de Brunel aussi, elle soulève un conflit de voix en disant que les législations de la France et du Portugal, parce que le testament de Brunel qui désigne ses neveux et nièces comme légataires, a été fait au Portugal. Donc il y a un conflit entre la loi en France et la loi au Portugal. Voilà, donc en face, l'avocate, elle a au contraire dit: «Bah, en fait, ils sont héritiers quand ça les arrange. Ils Mmh. sont héritiers dans la procédure, quand il s'agit de reprendre la procédure en diffamation contre les médias. Ils sont héritiers quand il s'agit, peut-être de recevoir, De l'argent, on des imagine? Oui. biens ou de l'argent et pas quand il s'agit de verser peut-être, si, les plaignantes obtiennent, gain de cause, des indemnités». En face, l'avocate de Brunel dit: «Non, non, en fait, ils sont pas légataires, au sens de la loi. On verra ce que donne, cette action civile, mais je crois que c'est intéressant de raconter qu'il y a des formes d'alternatives au pénal, en France». Oui. Oui, dans Madame Lemoine, tu dis: «Quel héritage?» mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on leur impose. C'est eux qui ont choisi de poursuivre les actions en diffamation. Ah, sur les actions en diffamation, c'est très clair. On a le jugement, correctionnel. Alors, ils se sont désistés de leur action, contre Mediapart, un peu au dernier moment, et contre Libération, ils ont perdu. Mais dans le jugement, la justice estime qu'ils sont les légataires puisqu'ils ont fait valoir par un acte de notaire qui reprenait le testament, qu'ils étaient les légataires, particuliers et universels, enfin, pas universels pour l'une des nièces et particuliers pour les 2 autres. Oui, c'est vrai que ça complique déjà le fait que ne soit pas, ses enfants en ligne directe, quoi. Ouais. On a une question, alors je sais pas, si tu auras des éléments, j'ai vu que quelqu'un l'a posée déjà 2 fois, je remonte. Oui, 28. Pourquoi Daniel Siad, qui apparaît clairement comme rabatteur dans les mails, n'a toujours pas été interrogé depuis 2019? Ouais, c'est une très bonne question et on y travaille à Mediapart en ce moment. Son nom est apparu dans le complément d'enquête dont je parlais tout à l'heure, et là, il est apparu, beaucoup dans les Epstein Files. C'est un Kabyle qui a le passeport, suédois et en fait, en 2019, il y a quelques témoignages qui le mentionnent. Il y a notamment une femme qui affirme que c'est lui qui l'aurait mise en relation avec Epstein, qu'il s'agissait de chercher d'autres femmes ensuite, pour Epstein, notamment, des femmes marocaines, pour de la prostitution et des massages. Il y en a une autre, j'en parlais tout à l'heure, Juliette, personne française, envoyée aux États-Unis à 21 ans. Elle dit qu'elle marchait sur les Champs-Élysées à Paris, que, Daniel Siad, qu'elle ne connaissait pas, l'arrête et lui dit, «Est-ce que vous êtes mannequin?» Elle dit: «Oui, je suis mannequin». Il lui dit, «J'ai des opportunités pour vous aux États-Unis» et elle dit qu'en quelques semaines, elle est partie aux États-Unis, mais avec finalement peu d'informations, qu'elle a fait confiance à cet homme et qu'elle a atterri chez Epstein. De l'autre côté, Daniel Siad, lui, dit, que tout ça, c'est faux, que lui, on lui avait présenté Epstein comme quelqu'un de très professionnel, qu'il avait aucune connaissance de toutes ces atrocités, que lui, il était recruteur de mannequins, qu'il les envoyait là-bas, dans l'optique, d'être recruté ensuite dans des agences, de mannequinat. Ça, c'est sa défense, aujourd'hui. Il dit qu'il n'était pas un rabatteur, mais un recruteur de mannequins. Ce qui est aussi, la défense d'ailleurs de Jean-Luc Brunel. Pourquoi il n'a pas été auditionné à l'époque? À l'époque, l'enquête s'est très vite centrée sur Jean-Luc Brunel et il faut comprendre que les éléments l'affaire était tentaculaire. Il y avait beaucoup de documents, rien que la perquisition chez Epstein, c'était énorme. Quand on voit tous les mails, qui sont aujourd'hui dans l'Epstein Files, bon, bah, c'est un travail énorme. Donc ils se sont concentrés sur Brunel et que finalement, assez rapidement, l'enquête a été, clôturée à cause du suicide de Brunel. Elle n'a pas été laissée ouverte pour essayer d'explorer d'autres potentiels auteurs ou complices encore vivants. Et c'est peut-être là qu'est le souci, c'est qu'il aurait peut-être fallu laisser cette enquête judiciaire ouverte pour pouvoir explorer d'autres pistes. Je pense que les policiers et policières à l'époque ont voulu se concentrer sur Brunel parce qu'ils avaient des témoignages sur Brunel, parce qu'il était désigné comme le principal pourvoyeur de jeunes filles d'après Virginia Giuffre, qu'il y avait des témoignages qui arrivaient, que le signalement d'Innocence sans danger aussi, de l'association Innocence sans danger allait dans le sens de témoignages sur Brunel, et moins sur Daniel Siad. Mais il y a quand même un procès-verbal, dont s'est fait l'écho, complément d'enquête, où il y a une femme qui décrit donc, Daniel Siad comme lui ayant, présenté Epstein et lui demandant de ramener d'autres femmes pour des massages et de la prostitution. Et le policier ou la policière lui dit: Est-ce que vous voulez dire que c'était un rabatteur, à des fins sexuelles vers Epstein?» Et la personne dit: «Oui». Évidemment que ça aurait dû, peut-être susciter davantage d'investigation ou peut-être aussi, une audition. Les policiers n'ont pas eu le temps, en fait, de se concentrer sur Daniel Siad parce que Jean-Luc Brunel est décédé en 2022, s'est suicidé et donc très rapidement après, l'enquête a été fermée malheureusement.
L'article dont tu, parlais, donc sur ce volet français au tribunal, Terrence demande quelle était l'ambiance pendant l'audience, Alors en fait, c'est une audience, où il se passe rien parce que, c'est sur éléments écrits. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont simplement donner leurs éléments et il y a pas des débats à l'oral. C'est une procédure écrite, comme on dit dans le jargon. Dont et là, en fait, l'audience ne portait pas sur est-ce que oui ou non, il y a un préjudice et une faute civile. C'est qu'en fait, les héritiers ont fait une demande d'irrecevabilité de la demande des 2 ex-mannequins au civil en disant: «Nous, on peut pas être attaqués, on n'est pas concernés par cette procédure parce qu'on estime qu'on n'est Mmh. pas ses héritiers, parce qu'il y a un conflit de loi entre le Portugal et la France». Donc là, la justice doit se prononcer par rapport à cette, audience du 3 février, doit se prononcer sur les arguments des uns et des autres sur la demande d'irrecevabilité. Comme je disais tout à l'heure, l'avocate des plaignantes, elle a fait valoir que, puisqu'ils faisaient valoir leur qualité d'héritier, enfin de légataire, dans les procédures en diffamation face à Mediapart et Libération, ils pouvaient pas, et qu'ils étaient cités dans le testament, ils pouvaient pas dire qu'ils étaient pas légataires. La justice va se prononcer et je crois que la décision sera connue en mars et là, ensuite, il y aura, le cas OK. échéant, une audience qui va, explorer, le fond de l'affaire. Mais là, c'est une procédure écrite, donc nous, on a fait plutôt ce qu'on appelle l'avant-papier, c'est-à-dire on a documenté tout ça, raconté tout ça avant. Aussi parce que c'est intéressant de raconter qu'il y a des actions au civil possibles dans ces affaires-là. Je pense qu'il a eu la même confusion que moi, Terrence, comme il y a une photo d'illustration où on voit, Tissia Hussman, enfin, on a l'impression que c'est un tribunal alors qu'en fait non, c'est une visioconférence sur les violences faites aux femmes dans le monde Oui. de la mode qui date du 14 septembre. Ce n'est pas une photo de l'audience. C'était en fait pour pouvoir, mettre en avant Tissia Huissman qui témoigne toujours ouvertement, qui a, été l'une des plaignantes les plus, actives, je dirais. Elle a fait un livre, elle est allée au Sénat témoigner, elle est allée au Parlement européen témoigner, elle est très engagée et donc là, c'était pour montrer qu'elle avait déjà par le passé, là c'était en septembre 2021, été très active dans cette affaire et je trouve ça bien aussi parfois de mettre en avant, plutôt que la tête des mis en cause, les plaignantes. Ah non, Terrence, il avait bien compris, OK, il y avait que moi alors. Très bien. Alors à la base, Marine, tu m'avais dit que tu devais partir à 19h30. Il est Oui. 19h30 et je comprends, du coup, ton urgence, est-ce que Je sais pas s'il y a encore quelques questions, vraiment, centrales et cetera, puis en plus on a Mère Castor à faire. il y a oui, Mais il y avait des questions sur, ouais. un peu, sur, Maxwell, vu qu'elle a demandé, une grâce présidentielle pour un témoignage. Est-ce que ça veut dire que, enfin un moyen pour elle de «blanchir» entre guillemets, des gens de pouvoir? Est-ce que, avec les Epstein Files, sa culpabilité est encore plus étayée? Son rôle déjà central était connu, OK. faut le dire très clairement. C'est elle qui présente un certain nombre de personnes à Epstein, mais qui est aussi mise en cause dans ce, dans ce trafic-là et ça c'est très, très clair. Donc c'est pour ça aussi que les recherches, y compris chez nous, se sont pas concentrées sur elle et puis nous on s'est concentré sur le volet français. Évidemment que c'est assez, bon, ça demande de grâce contre, le fait de parler, est assez, Mmh. voilà, pose question. Ouais. Mais je pourrais pas aller plus loin que ça parce que j'ai pas travaillé sur elle en particulier. Je pense que ce qu'on a voulu nous rappeler à Mediapart dans nos articles, en tout cas sur le volet français, c'est qu'il faudrait pas oublier qu'à la base, c'est une affaire de violence sexuelle et qu'on a l'impression parfois, avec, espèce de fascination pour tout le réseau de contacts qui émerge de Epstein et cette centrale de compromat, on a l'impression qu'on oublie aussi qu'à l'origine, c'est quand même, le département de la justice américain parle de 1 000 victimes, il y en a peut-être même plus et c'est impossible de préciser puisque chaque victime était elle-même devenue rabatteuse, ramait d'autres victimes qui ramenaient d'autres victimes. Voilà, c'est une affaire gigantesque de violence sexuelle et moi j'aimerais vraiment qu'on n'oublie pas ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a mis en évidence, à travers tout un tas d'articles, la parole des plaignantes et qu'on l'a fait aussi dans une émission avec Mathieu Magnodex, et d'ailleurs une plaignante qui témoignait aussi sur Jean-Luc Brunel. Donc je pense que c'est important d'expliquer que si la criminalité financière, elle peut entretenir la criminalité sexuelle, à la base, on parle d'un prédateur sexuel. Voilà, j'aimerais bien qu'on mette pas sur le même plan, une criminalité financière et une criminalité sexuelle, parce que ces femmes ont vu, leur vie détruite pour certaines, pardon. Pamela, Tissia, elles disent que, il leur a pris une partie d'elles-mêmes, qu'il y aura pas de retour en arrière et d'ailleurs Pamela disait une phrase très belle, je me souviens en 2019, elle m'a dit: «On m'a dit quand j'ai porté plainte, mais madame, c'était il y a 30 ans, c'est prescrit». Elle dit: «Pour mes émotions, pour les effets dans ma vie, il y a pas de prescription, moi j'ai pris perpète». Et donc pour moi et c'est aussi l'idée de ce soir, ce qu'on Mmh. fait, c'est de rappeler que, avant tout un tas de questions, il y a quand même ces femmes qui ont parlé, qui se sont mis peut-être en danger en parlant, je ne sais pas.
mais en tout cas qui ont eu ce courage de parler, y compris que ce soit dans CBS en 88, que ce soit auprès de la justice ou auprès de Mediapart en 2019, et que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut, vraiment souligner. Et puis, comme tu le disais, des femmes qui ont témoigné contre des gens, des hommes tout puissants. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y avait un courage énorme, Ouais, puis dans de la l'idée part de ces d'aider, parce femmes. qu'en fait, il y en a plein qui nous ont dit: «Mais moi, je j'avais pas le nom, de Jean-Luc Brunel forcément ou de Daniel Siad et puis je vois leurs photos, en 2019 ou aujourd'hui et j'ai voulu aider, j'ai contacté la justice». Enfin, c'est ça qui se passe aujourd'hui, en fait. Et pourquoi elles veulent contacter la justice? Pour aider, pour faire en sorte, alors Jean-Luc Brunel est décédé et puis par ailleurs, encore une fois, il a nié les faits, mais Daniel Siad est aujourd'hui mis en cause, hein. Il y a une plainte d'une ancienne mannequin suédoise, qui porte plainte pour viol et c'est un récit vraiment terrible. En fait, il y a des gens qui se manifestent aujourd'hui auprès de la justice, de la police sur telle ou telle personne pour pouvoir faire la lumière et empêcher, peut-être, de nouveaux faits, d'arriver sur telle ou telle personne. Parce qu'il y a quelque chose qui questionne quand on voit l'ampleur, comme tu dis, c'est tentaculaire, on s'imagine que c'est pas avec la mort, d'Epstein, tout s'arrête et que En tout cas, la question se pose de, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des auteurs ou des complices, vivants et pas inquiétés, voilà. et qui pourraient, dans un autre cadre, agir? C'est une question ouverte. Les 2 rabatteurs mis en cause, Daniel Siad et Jean-Luc Brunel, ils ont nié les faits, les accusations, ils clament leur innocence. Enfin, l'un est décédé, l'autre en vie. Mais il y a tout un tas de mises en cause qui parcourent, les dossiers judiciaires français ou américains. Il y a aujourd'hui des personnes qui se manifestent auprès de la justice. Le parquet de Paris a ouvert 2 enquêtes. On verra ce qui sort de tout ça. Oui, on a, NHRDRN qui nous dit: «On n'a jamais voulu écouter les victimes, mais on commence vraiment à s'exciter sur la correspondance de l'homme mort alors qu'elles sont toujours là et ne s'en sont jamais tues. Même le traitement judiciaire est une violence sexiste». En tout cas, je pense que la justice a surtout péché parce qu'elle n'a pas fait en 88. Je pense qu'en 2019, les femmes ont quand même dit, pour plusieurs que j'ai rencontrées, qu'elles avaient été bien reçues par le La groupe justice, mineur de oui, l'OCRVP. française, ouais. Mais la justice française, je parle, oui, Mmh. voilà. Je peux pas parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Évidemment qu'en 2008, quand Epstein est condamné seulement pour sollicitation de prostituées mineures, ce qui est pas du tout, les accusations et que l'ampleur du trafic n'est pas mis au jour alors que le FBI pouvait continuer d'enquêter, là, il y a des vraies failles. En France, en 2019, sur Brunel, on peut pas dire qu'il y a eu des failles. Peut-être sur d'autres possibles complices, je ne sais pas. Mais l'enquête a été clôturée, peut-être trop vite, c'est possible, mais en tout cas, plusieurs femmes ont dit qu'elles avaient été bien reçues et aussi parce qu'en l'occurrence, c'était un service vraiment spécialisés qui les avaient reçus, habitués à travailler sur ces questions et très engagés là-dessus. Je renvoie là-dessus vers un entretien qu'on a fait avec 2 policières de cet office, l'OCRVP, qui racontaient comment elles travaillaient, les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Ces 2 femmes, hyper engagées là-dessus, qui font penser à une série qu'il y avait eu, il y a quelques années, sur justement 2 policières qui enquêtaient sur, un serial violeur, et moi, elle m'avait fait penser un petit peu à ce tandem de policières hyper soudées et qui comptent pas ses heures, qui rentrent le soir avec ses histoires en tête et cetera. Elles ont notamment, leur service en tout cas, eu à travailler, sur ce dossier donc pour montrer aussi qu'il y en a qui essaient de faire bien. Le problème, c'est qu'il faut des moyens d'enquête, c'est qu'il faut du temps d'enquête et que quand l'enquête elle est clôturée, peut-être rapidement, je ne sais pas, c'est forcément ça permet pas toujours de mener le travail à bien. Ouais, dans le chat, c'est surtout on est axé sur le FBI, quoi. Le FBI qui a pas fait son travail, des Alors preuves moi, qui j'ai pas traînent, travaillé sur le détail de l'enquête américaine, mais ce qui est sûr, c'est que je renvoie tout le monde vers, la superbe enquête, du Miami Herald et de, Julie Brown qui était la journaliste du Miami Herald qui a fait, une enquête en 2018. Elle en a fait d'autres après, mais sur, justement les failles du système judiciaire américain dans l'affaire Epstein. Finalement la clémence, pour, le dire dans un euphémisme, dont a bénéficié Epstein, en 2008 et par la suite. Et cette enquête, elle est hyper importante parce que, comme souvent, c'est aussi la presse qui fait bouger les choses et cette enquête a fait, bouger les choses et a permis aussi, je pense, l'arrestation d'Epstein en 2019. Il y a eu un peu une prise de conscience avec cette série d'enquêtes de Julie Brown et c'est important de dire le nom de cette journaliste qui a fait un travail exemplaire et qui continue de le faire. Voilà, vous avez le lien dans le chat si vous êtes à l'aise avec l'anglais ou si vous voulez juste utiliser un outil pour traduire. Il y a aussi, Karine B qui l'a mis dans le chat, merci. On va pas abuser de ton temps. Est-ce que tu veux faire, un moment Mère Un Castor petit moment Mère Castor. express et qui est un moment Mère Castor qui reste dans le sujet, VSS?
Ouais, moi toujours, je Des fois, reste c'est un dans je moment reste plus dans léger, le moment ouais, alors Lancaster. c'est Pas ce vrai, soir. c'est un peu difficile de basculer dans un moment plus léger peut-être, je sais pas. Ou alors je suis trop monomaniaque. Non, bah, déjà pour rester sur, l'affaire Epstein, il y a eu un Netflix sur l'affaire Epstein qui peut être intéressant aujourd'hui de voir ou de revoir. Tout comme le complément d'enquête qui a été fait sur France 2 par Virginie Villard, notre consoeur Virginie Villard qui a passé un temps, infini à travailler sur l'affaire et qui, franchement a fait un gros boulot à l'époque et je pense que c'est important aussi de mettre en avant le travail de journaliste qui a été fait en amont et cetera, donc allez voir le complément d'enquête aussi et ensuite pour un j'allais dire pour un volet plus léger mais pas du tout en fait, un documentaire d'Arte qui s'appelle «Je vais te tuer», qui est vraiment, très bien, qui est tout récent, de mémoire, décembre, sur Arte, qui d'ailleurs est encore visible. Documentaire qui raconte finalement, ce qui relève du contrôle coercitif, c'est-à-dire comment, dans les couples, dans les violences conjugales, on peut très vite, avoir un engrenage qui commence par, un homme qui va un peu, surveiller sa femme, regarder ses messages et cetera. Donc ça commence par des petites choses comme ça, pour aller finalement parfois vers des violences très importantes, voire, aboutir plus tard au féminicide. Mais donc ce documentaire suit des audiences et donc a accès aux salles d'audience et cetera et voit comment les magistrats questionnent ces hommes, mis en cause. Il est absolument génial ce documentaire et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager et voir. Et puis dernière chose, le livre qui vient de sortir de la journaliste Michel Fine, «Les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé». Livre sur lequel, Lénaïque Bredoux à Mediapart a fait un entretien avec l'autrice très récemment, et qui se penche justement sur, les violences psychologiques, le harcèlement moral qu'il peut y avoir au sein d'un couple et qui peut mener à des suicides ou des tentatives de suicide et c'est intéressant aussi parce que le harcèlement moral, au sein du couple qui peut mener au suicide ou à une tentative de suicide, il est puni par la loi depuis 2020, c'est récent et c'est quelque chose qui est méconnu et cette journaliste, et c'est ça qui rend son livre, hyper intéressant, elle est à la fois elle-même victime de violences conjugales et journaliste qui va, enquêter là-dessus et elle raconte qu'en fait un jour reçoit un coup de fil, d'une journaliste, pour le Netflix, la série Netflix qui a dédié une série documentaire sur l'affaire Bertrand Cantat, qu'elle est questionnée en tant que journaliste qui à l'époque en fait a suivi l'affaire et qu'en fait elle dit à la journaliste: «Beh, moi aussi je suis victime de violences conjugales». Elle se replonge dans l'affaire, elle se rend compte elle a subi des choses qui sont très similaires et elle décide d'analyser ça. Donc c'est une personne qui écrit à la fois en ayant connu des violences conjugales et qui en même temps se consacre à ce sujet et je pense que c'est important de rappeler que maintenant ça, c'est dans la loi, quand ça mène au suicide ou à une tentative de suicide. Donc voilà, donc lisez soit l'entretien de Lénaïque Bredoux avec l'autrice, soit ce livre. Je pense que c'est important parce que le harcèlement moral et les violences psychologiques, c'est quelque chose de plus insidieux peut-être que, des accusations de viol, par exemple, mais c'est quelque chose, qui maintenant, là, quand ça mène au suicide ou aux tentatives de suicide, est puni par la loi et est important à décrypter aussi. Violences psychologiques, harcèlement moral, voilà, très insidieux et parfois très, très destructeur comme on le voit dans ce livre. Merci beaucoup Marine pour ta présence ce Bah, soir merci à et toi. d'avoir, réussi à tout boucler en moins de temps que je te libère et je garde, le chat encore un peu avec moi si tu veux. Ouais et merci à tous et Merci à à toutes, pour vos questions qui étaient, tu as passionnantes. eu plusieurs, ouais, merci pour le live, prends soin de toi. Merci Marine pour ta présence ce soir. Merci pour ton travail de qualité, on a besoin. Merci Marine, on t'aime. Oh bah, c'est gentil. Voilà. Merci pour vos messages. Oui, sur, vas-y quand tu veux, n'hésite pas. Bah, merci en tout cas à tous et toutes, et bonne suite avec toi. Oui, sur ce du coup, moi aussi j'ai découvert, je ne connaissais pas, sur le sujet du j'étais passée à côté de l'entretien, de Léna, sur, ce livre «Les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé» et les chiffres, je prends le temps de juste de vous le dire, Ouais. les chiffres sont hallucinants. Le harcèlement moral au sein du couple pouvant mener au suicide ou à une tentative de suicide est puni donc par la loi depuis 2020. Ce délit est passible de 10 ans de prison maximum et 150 000 € d'amende. Selon les statistiques officielles, 1049 victimes de harcèlement au sein du couple ont voulu mettre fin à leur jour où ils sont parvenus. Les données ne font pas de distinction entre les suicides et les tentatives. Parmi elles, une écrasante majorité de femmes, 86%, ce qui est quand même énorme. Et sur, à quel point ça arrive ou pas finalement devant un tribunal, d'après le ministère de la Justice, cité par Michel Fine en 2024, 15 jugements seulement ont abouti à une condamnation en première instance. 15 sur 1049 victimes enregistrées, c'est 1,43 de ce qui donne une idée assez juste du désintérêt de l'institution, pardon, Ouais. judiciaire à l'égard du suicide forcé.
Voilà, lisez le livre. Voilà, lisez ce livre. Donc je vous dis donc, on n'a pas parlé des liens avec